Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Balado 3.0. On est très content de vous retrouver pour du coup ce nouvel épisode. François, Christian, Super comment ça va les gars ? Ça va super et toi Julien ? Ouais, super. Alors aujourd'hui, on a pas mal de choses qu'on voulait aborder. On va faire comme d'habitude un petit tour de table, savoir où est-ce qu'on en est les uns les autres dans nos parcours respectifs. On va faire un petit point du marché aussi parce qu'il s'est passé pas mal de trucs et vu que on a quand même plusieurs épisodes d'avance, celui-là on voulait vraiment le poster le plus rapidement possible pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Donc on va en parler juste après. Et on va aujourd'hui le sujet du jour, c'est toi François qui va nous en parler, c'est au niveau des ETF. Donc tu nous as préparé un petit cours là-dessus, en tout cas savoir quels sont les enjeux des ETF, comment on peut les utiliser, lesquels toi tu peux recommander. Je crois que tu as prévu aussi quelques questions, donc ça va être super interactif. Et puis voilà, c'est le programme du jour. J'espère que ça vous convient. Si c'est le cas, restez bien jusqu'au bout. On vous invite aussi à mettre un like sous la vidéo si vous aimez le contenu qu'on produit et aussi à nous laisser des commentaires. On va essayer de faire quelques appels à l'action, donc vous gênez pas. Sentez-vous à l'aise de nous commenter, poser des questions ou même nous proposer des épisodes. On est toujours à la recherche de nouvelles idées. Donc voilà, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors sans plus tarder, on va commencer un petit tour de table. On peut commencer par toi Christian, comment ça se passe de ton côté ? Écoutez, ça se passe bien. En ce moment-là, je profite de cette période pour faire un peu le tri dans mes projets, ma chambre aussi, dans tous les éléments. Là, il y a pas mal de choses que j'ai accumulées, donc voilà, ça fait du bien aussi de jeter, d'épurer, de garder l'essentiel, et puis de recentrer un peu sur tout ce qui est important. Et puis de laisser un peu tout ce qui prend de l'énergie pour pas grand-chose. Donc voilà, je mets beaucoup d'énergie là sur ça en ce moment. Et puis bien sûr sur le site internet aussi. Voilà, je pense que j'ai évoqué l'essentiel. Et sinon là, je me replonge aussi, mais ça c'est plus ludique on va dire. Je me replonge aussi dans la saga de Star Wars parce que j'avoue que j'avais un mauvais souvenir de ce que j'avais regardé à l'époque. Et du coup là je me replonge vraiment dans l'ordre chronologique avec les spin-offs et tout, et franchement du coup je comprends plein de choses que j'avais pas percutées avant, donc je me remets dedans parce que j'avais une idée un petit peu vieillotte de la première saga, mais en fait elle vieillit pas tant que ça et tout, et c'est un univers qui est hyper intéressant. Non, elle vieillit même super bien. Elle est super bien. Et c'est là où je vois la puissance du voyage du héros de Joseph Campbell, quand on utilise vraiment des choses intemporelles dans des choses toutes simples, même, et là en l'occurrence dans la science-fiction, ça parle à toutes les générations, et c'est pour ça que je pense que ça continue à toucher autant de personnes à tout âge, parce que il y a des archétypes qui sont immortels à l'intérieur. Chacun ça va adresser quelque chose, donc il y a aussi ce regard là que j'ai sur la saga, et puis j'aime toujours essayer d'accorder de l'attention sur les sagesses qui sont délivrées que ça soit Harry Potter, le Seigneur des Anneaux. J'aime aller chercher les sagesses qui se cachent derrière les films, les séries, pour après potentiellement les réutiliser dans la vie de tous les jours. Donc pour moi c'est aussi un côté ludique, mais voilà, avec un côté intéressé de qu'est-ce que je peux en retirer, parce que je trouve qu'il y a des messages assez forts avec les Jedi, etc. La Force. Donc voilà. C'est pas mal ça. D'accord, parfait. Et toi François ? Là, moi, je m'occupe de différentes choses, toujours à peu près les mêmes choses malgré tout. Je suis toujours sur l'appart, là, il est bientôt tout loué. Donc j'ai eu 3 locataires qui sont partis. Là, on a eu tout un turnover quasiment sur l'appart. On pensait même peut-être avoir le 4e locataire qui allait partir, mais finalement il reste. Donc pas mal de travaux aussi. J'en avais parlé, j'avais une infiltration d'humidité d'eau au niveau du mur, donc j'ai dû tout réparer. Du coup je suis trop content parce que j'ai réussi. Ça c'était pas gagné. Et là du coup on s'occupe de la vente de la place de parking avec mon associé. Donc là ça y est, ça va être enfin réglé. Pareil, ça fait depuis 5 mois que c'est en cours ce truc. Donc vous la gardez pas ? Non, on la garde pas. On voulait la vendre pour récupérer un peu de cash, parce que là, il faut du cash. Et à un moment donné, on vit pas d'amour et d'eau fraîche.
pour toi. Et j'aimerais. Ça serait cool, mais pour le Envie coup, d'amour d'eau fraîche et de bull run. et de bull run, exactement. Mais là, il tarde un peu, là. Ouais, il tarde un petit peu. Je pensais que le bull run arriverait un peu plus tôt. À côté de ça, je suis toujours avec l'entreprise que je crée avec 5 autres personnes, où on est en train de construire une plateforme digitale de formation sur cette plateforme. Super. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Et puis là, je me prépare pour la rentrée aussi. Savoir exactement comment on se positionne avec Trilem. Qu'est-ce que moi je fais peut-être à côté pour apporter un peu de cash aussi dans le système. Donc voilà, il y a pas mal de réflexions sur tout ça ces derniers temps. Parfait. Ça sera d'ailleurs intéressant, un fun fact, ça va faire la transition vers mon tour de table, puisqu'il y a mon responsable qui vient de m'envoyer un petit SMS, là j'ai vu popper sur le côté, qui me dit « Oublie pas de m'envoyer ta lettre de démission ». C'est que ça tease pour la suite. Mais j'allais juste dire que comme c'est vrai que c'est un podcast aussi d'entrepreneuriat, et on a eu assez peu l'occasion d'en parler, ce sera intéressant, François, en temps et en lieu, parce que je sais que le projet sur lequel tu travailles avec tes associés, il y a peut-être des choses que tu veux pas dire tout de suite ou quoi que ce soit, mais quand tu te sentiras prêt de nous en dire plus, ça pourrait être, à mon avis, intéressant et l'objet d'un épisode. Oui, je pense aussi. Même si tu parles pas du fond, parce qu'il y a peut-être des trucs que tu veux garder secret pour l'instant, il y a une question de timing aussi, même si on a déjà parlé que l'idée, c'est pas tout, c'est surtout l'implémentation qui compte, justement, ça pourrait être intéressant qu'on s'intéresse plus à la forme de comment tu échanges avec tes associés, comment vous avez eu l'idée de votre projet, comment vous testez l'idée sur le marché, etc. Je pense que ça pourrait faire un bon épisode. Voilà, c'était fin de la parenthèse. Fait que moi, de mon côté, c'est ma dernière semaine là qui va commencer. Donc là, on est, je le dis parce que c'est vrai que les épisodes, c'est un peu décalé. On est le lundi 26 août. Ça fera aussi pour le point marché tout à l'heure. Ça vous permet de vous situer sur les graphiques. Donc j'attaque ma dernière semaine de salariat. Et si tout va bien, j'espère la dernière de ma vie, mais bon, ça on sait jamais. Si je l'ai déjà dit plusieurs fois et je suis quand même retourné dans des emplois, donc bon, on verra. Mais voilà. Alors c'est sûr que moi aussi, je vous cache pas que j'avais prévu un petit bull run un peu plus tôt. Moi, je pensais qu'en septembre, on serait déjà dans la phase parabolique. Et là, finalement, bon, elle va peut-être commencer. Je pense que ça s'enligne plutôt pour Q4. Peut-être que finalement, septembre, on va commencer à déjà que Bitcoin va revenir en haut de son range et ensuite partir. Mais c'est sûr qu'entre le moment où j'ai commencé à en parler à mes employeurs, c'est-à-dire en février, et que c'était avec François, on était en Espagne, puis on avait fait quelques bons trades, on avait pas mal monté le capital. Là, depuis, je suis à peu près à 2 fois moins que ce que j'avais à ce moment-là. Donc, petite résistance interne de dire est-ce que je fais le bon move. C'est sûr que je laisse aussi un emploi dans lequel j'étais vraiment bien, une bonne équipe, un bon management, on me donne beaucoup de confiance et de reconnaissance, mais mes clients aussi, que j'ai commencé du coup à saluer, à leur dire au revoir et tout, fait que ça fait un peu quand même des émotions. Moi je suis quand même une personnalité assez nostalgique, donc quand je passe à autre chose, souvent je vais avoir un peu de la misère, on va dire, à tourner la page, mais en même temps je sais qu'à chaque fois que j'ai fait ce move dans ma vie, et je l'ai fait plusieurs fois, j'ai jamais regardé en arrière, voilà, même si on a toujours des petites pensées un peu comme ça des fois, mais globalement j'ai toujours été content d'aller de l'avant, et surtout je pense que j'étais dû pour une nouvelle mini-retraite. Ça, on fera peut-être un épisode là-dessus, mais j'en ai parlé dans le podcast Dans la Poche. Et là, je m'apprête à faire une 3e mini-retraite à l'âge de 35 ans. Et une mini-retraite, très simplement, là, parce qu'on fera vraiment un épisode dédié là-dessus. Mais c'est l'idée de prendre au moins 6 mois, idéalement peut-être 1 an ou un peu plus, où on va sortir un peu de la rat race, et on va pouvoir ou prendre du temps pour soi, ou vraiment se donner du temps pour un projet personnel important. Et là, en l'occurrence, vous l'aurez compris, c'est Trilem. Donc, je veux vraiment donner toutes les chances à Trilem, et donner mon temps, donner tout ce que je sais faire. Et François, c'est cool parce que je pense que toi, tu parlais de septembre, de temps ligné, on va pouvoir avoir ces discussions-là. Et puis Christian, je sais aussi que de ton côté, tu nous donnes le temps que tu peux nous donner, et puis qu'éventuellement tu serais capable toi aussi de quitter ton emploi pour qu'on puisse se mettre à temps plein pour vous servir, chère communauté. Donc voilà pour moi de ce côté-là. On va passer sur le marché. Il s'est passé pas mal de choses. Yes. Alors, je vais juste me mettre un petit graphique pour l'avoir sous les yeux. Donc au moment où je vous parle, le Bitcoin est à 63 400 $. On a eu une
très belle semaine la semaine dernière et notamment la journée de vendredi aussi qui a été assez explosif. Mais donc pour rappel, la semaine, si je reviens un tout petit peu, là où tout le monde a eu très très peur, c'est la semaine début août là en fait, du 5 août. 1er août. On a fait un épisode là-dessus, on en avait parlé, c'était le Japon qui avait augmenté ses taux d'intérêt. Donc là, il y a des carry trades qui ont fait valser un petit peu le marché. On a eu de grosses peurs. On avait aussi l'impression qu'il y avait une escalade de la tension au Moyen-Orient. Donc il y a eu une grosse baisse. C'était le lundi, le lundi 5 août justement, c'est ça. Mais déjà la fin de semaine, elle était pas très belle. Bitcoin était sorti de son range. On avait clôturé sous la moyenne mobile 200. Lundi, ça s'est accéléré. Et ensuite, je te dirais même la dernière partie de la journée, ça a été racheté pas mal. Et suite à ça, on a juste remonté. Donc ça a vraiment été une crise éclair. Moi, je m'attendais personnellement à ce que le marché vienne retester quand même le niveau. Alors c'est pas exclu qu'on redescende à 52 000 bien sûr, mais force est de constater que plus les journées s'accumulaient, et plus je voyais qu'il y avait vraiment un bottom qui était en train de se former, une espèce de base, et qu'à chaque fois qu'on voulait descendre plus, c'était racheté. Là, je parle pour Bitcoin, mais on pouvait le voir aussi sur les altcoins. Donc moi, j'ai décidé de re-rentrer dans le marché. Et puis, j'ai plutôt bien fait parce que la semaine dernière, on a eu un très très beau rebond. Et là, vendredi aussi, on a eu une journée assez exceptionnelle. Bitcoin est venu reclôturer aux environs des 64 000 $. Et voilà. Donc là, il a réintégré son range. Si encore une fois on prend un peu de recul, on sait que la borne haute du range, elle a été testée quand même 5 fois. On a tenté par 3 fois d'avoir une cassure vers le bas. Donc à chaque fois, on a réintégré. Donc on est tout simplement dans un range qui dure depuis plus de 6 mois quand même. Alors je pense qu'on va venir retester le haut du range. Et puis ça sera la 6e fois. Alors vous savez comment ça marche. Une résistance ou un support, c'est la même chose. Support, ouais. Plus il ou elle est testé, et plus il y a de chances qu'elle va craquer à un moment donné. Donc je ne sais pas si les bears pourront défendre la résistance beaucoup plus longtemps, sachant qu'en plus au niveau macro, on sait que le Q4, on est sur l'année encore une fois du halving, on est sur l'année de l'élection présidentielle. Les marchés, même si la baisse que je parlais tantôt n'affectait pas seulement la crypto, elle affectait aussi les marchés traditionnels. On voit que SP500, Nasdaq, Nvidia, même les grosses valeurs sont remontées sur leur plus haut. Donc clairement, il semblerait que on n'est pas prêt à baisser tout de suite et que le marché haussier va continuer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors voilà. C'est le point que moi je voulais faire. Après, il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il y a eu quand même une news très très big. C'était hier, je pense que ça s'est passé. Ah, c'était hier. Où il y a finalement Pavel Durov, le PDG de Telegram, qui a été arrêté en France à l'aéroport. Donc pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment le CEO, le créateur de l'application Telegram, qui est une application de communication qui se veut en fait complètement sécurisée et cryptée pour permettre tout simplement l'objectif derrière en fait c'est la libre parole, d'expression de tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est sûr que les gouvernements, ils aiment pas toujours ça parce que ça peut, en tout cas, la carte qu'eux ils jouent, c'est que s'il y a des communications à des fins, on va dire de terrorisme ou de choses comme ça, le fait qu'ils aient pas accès, c'est toujours pareil. C'est ça, en tout cas, nous qui nous a attiré aussi dans la crypto, c'est ce côté, eux, ils veulent un contrôle absolu. Et déjà la blockchain, on voit que ça a un petit peu déstabilisé, on va dire, cet équilibre-là. Et là, on voit qu'ils s'en prennent. Alors, je veux pas tomber dans le cliché du conflit, de l'opposition. Attention, je fais attention à mes mots. Là, vous avez vu, je marche sur des œufs. Mais force est de constater quand même que en ce moment, on s'attaque à des symboles. Il y avait eu CZ avant sur Binance pour d'autres raisons, mais c'était quand même un gros symbole de la crypto. Et là, Pavel aussi, donc à son tour. Alors, il y a eu pas mal de soutien. J'ai vu, de la part d'Elon Musk, ça on pouvait s'en douter, de la part d'autres aussi. Et surtout, en fait, ce qui est à mentionner, c'est que pour ce cycle-là, Telegram a lancé sa blockchain. Donc, c'est Torn. C'est de Open Network, d'ailleurs. C'était en 2018 qu'ils ont lancé leur truc. Mais oui, ils l'avaient lancé en 2018. Alors après, si on regarde sur les charts, ça va être vraiment, j'ai l'impression, son premier cycle aussi, là. Dis-moi si je me parce que du coup, en fait, il y avait eu un souci, je crois, avec la SEC. Et après, en fait, c'est une organisation qui a récupéré le projet et qui bosse, en fait, sur le projet
Ton. Ok. Donc, ils ont récupéré le truc. Ouais, c'est ça, ok. Donc, bah, c'est sûr que forcément, bah, la news, quand elle est tombée, Ton a pris une petite claque. Donc, Ce qui est pas vraiment une vingtaine logique. de Ce qui pourcents, est pas, je pense. ce qui est pas vraiment logique. Ça montre, une quinzaine, vingtaine de pourcents. Ouais. Si on prend c'est- d'un point à l'autre, on est à 21, bon, presque 22%. Ok, 21. Ouais, tu vois. Ouais. Mais déjà, ça a été. Alors aujourd'hui, ça a l'air de vouloir retester un peu, mais hier, ça a été. On est descendu un peu plus bas, et là, il a été racheté. On a clôturé au-dessus de la moyenne mobile. Donc voilà, c'est vrai que comme tu dis, c'est pas très logique parce qu'en vérité, aujourd'hui, c'est quand même dissocier le projet de l'homme. Mais Ouais. je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui en profitent pour racheter, quoi. Non, mais ça montre quelque chose. Ça montre que le projet, à mon avis, est quand même très illiquide pour avoir des mouvements comme ça. Ça montre encore à quel point un marché comme le marché des cryptos, faut faire attention. Ça, c'est un exemple même de projet où, encore une fois, même s'il est dans le top 10 des cryptos, moi, j'avoue que je suis un peu... je pense qu'il est un peu surévalué, ce projet, mais et ça montre un petit peu qu'est-ce qui peut se passer quand il y a une mauvaise nouvelle sur un projet, quoi. 15% d'un coup, alors qu'en fait, c'est pas du tout relié au truc. Enfin, c'est relié, mais c'est pas... Ouais. Pas vraiment. Mais c'était la même chose sur BNB, même si BNB est plus capitalisé. Pour CZ, exactement. Mais lui, il en possède quand même pas mal des BNB. Ouais. Donc, Fait que c'est ça, je voulais votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis est-ce que vous pensez que du coup le bull run on est reparti? Comment vous voyez ça? Ok. Tu veux commencer, Christian? Moi, ce que je vois, c'est un marché crypto qui a deux vitesses. Encore une fois, entre les narratifs, entre le momentum et les values. Et ce que je me rends compte, c'est-à-dire quand je dis value, je pense par exemple à Ethereum, je pense à Bitcoin pour le coup, là il met le métronome, mais aussi, c'est le cas. En fait, je vois la même dichotomie, encore une fois, qu'il y a sur le marché américain. Sur le marché américain, là, on a eu quand même une belle secousse en début du mois. Si on regarde la charte en termes de bougies mensuelles, c'était vraiment pas beau. Et là, on s'est bien rattrapé, mais ça reste quand même, en termes d'analyse chartisme, pardon, en termes d'analyse technique, ça ressemble pas mal à un pendu, ce qu'on va avoir, en termes de doji. Donc par rapport à l'analyse technique graphique, moi je dirais quand même qu'il faut faire attention. On est, à mon avis, quand même sur le haut des marchés américains. Le fait que Powell là ait annoncé potentiellement un adoucissement de la politique monétaire en septembre, là c'est plus ou moins officiel. La récession qui est envisagée par le marché obligataire, je dis bien, c'est-à-dire que quand on regarde les courbes de taux, le marché obligataire annonce plus ou moins une récession dans les 6 mois à 2 ans. Donc après, là, on peut pas dire... Moi, je dis pas qu'il y a une récession qui arrive. Hein. Je dis juste que techniquement, le marché obligataire l'annonce lui. Après, marché obligataire, c'est quand même là où on peut le moins mentir, parce que c'est là où il y a le plus de liquidité sur le marché. Donc, mon point, moi, c'est de dire, ok, on a un marché, un SP500 tout en haut, on a un marché obligataire qui nous dit plutôt qu'on va avoir une récession dans les années qui vont venir. Donc, je me dis, est-ce que c'est la fête du slip sur les cryptos? Je mets un bémol. Je dis, on va voir. Il faut voir comment le marché réagit à tout ça. Faut voir comment la politique de la Fed arrive. Parce que, en fait, beaucoup de personnes sur le marché, ils comprennent pas ça. Ils voient la baisse des taux, potentiellement de la Fed, comme quelque chose de très très bien. Parce que du coup, ça va réinjecter de l'argent dans l'économie. Et potentiellement, ça va faire permettre de ramener de l'argent frais et donc de pas avoir de récession qui va se passer. Il semblerait quand même que de ce que moi je vois depuis les 8 dernières années, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est plutôt quand il y a un trigger qui va vraiment très très mal, que là on va baisser les taux de manière très importante. Donc le trigger qui fait très très mal, souvent c'est à cause d'une crise économique. Donc s'ils baissent de 0,25 points de base sur leur taux, peut-être 0,5 sur l'année qui va venir, c'est plutôt une bonne chose pour le marché. Alors que pourtant le marché, lui, actuellement, ce qu'il attend, d'après les pourcentages, parce qu'on peut avoir accès au pourcentage des personnes de ce qu'ils pensent au niveau des baisses de taux de la Fed, actuellement ils attendent plutôt une baisse de 1% d'ici le mois de novembre. C'est hallucinant en fait. Si tu baisses les taux de 1%, c'est qu'en fait ton économie américaine est vraiment très, très mal en point. Donc
il y a certaines personnes qui se disent, alors ça a été le cas pendant un temps parce que le marché était complètement, je pense, irrationnel. Ils se disent en gros l'adage pendant un bon moment, c'était comme ça, c'était mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle. Et en fait là, je pense que la majorité des gens qui sont encore sur le marché, qui ont vécu cette période-là, peut-être se disent ça. Ils se disent, mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise nouvelle, c'est bon, puisque du coup, il y a la Fed derrière qui va pouvoir nous baquer. Et là, je me pose la question si c'est vraiment le cas. Ça veut pas forcément dire qu'on va pas avoir un bull run. Ça veut pas forcément dire que les marchés vont tout zéro. Hein. Je dis juste qu'il y a potentiellement un scénario dans lequel, en fait, on va devoir attendre encore. On va devoir attendre, et peut-être que là, c'est juste le contre-coup et la volatilité de ce marché qui fait que là, on revient directement sur quasiment le plus haut sur le SP500. Ou sur à 64 000 pour le BTC, qui est là, il refait des plus hauts sur sa dominance, donc ça pose question en termes de valeur. Et je pense qu'au contraire, ça va être un environnement plus sain, à mon avis, là dans les mois à venir, pour tout ce qui va être value. C'est-à-dire que j'ai une vision de ce qui s'est passé le 5 août sur les marchés américains et qui a commencé un peu à arriver sur le marché crypto. On commence à avoir des signes de ça sur certains projets. Je pense à AAV par exemple. Bon, Atom, c'est pas encore le cas, mais sur AAV, on le voit, où la valeur l'argent commence à arriver plutôt sur des cryptos de valeur. Ouais. Et je pense qu'il y a peut-être cette transition qui va s'amorcer, qui va prendre peut-être un peu de temps, où on va avoir une dominance Bitcoin du coup qui va baisser, et on va avoir plutôt des cryptos de valeur qui ont un vrai fondamental, qui font de l'argent, qui vont être récompensés. C'est-à-dire que moi, quand je vois un Ether à $2 700, je comprends pas encore comment on en est encore là. Oui, on n'a même pas encore atteint un ATH sur Ether et tout le monde se chauffe comme pas possible sur vas-y to the moon quoi. Tranquille les mecs, doucement. Il y a plein de choses dans ce que tu dis. Par rapport à ça, je pense qu'il faut que les gens revoient la courbe de Gartner par rapport à l'adoption. Et je pense que toutes les cryptos sont pas sur le même cycle en fait. Exactement, tout à fait. Il y a des cryptos qui sont encore sur la première phase d'exploration et notamment l'intelligence artificielle, RWA aussi, même si je pense qu'on est déjà monté très très haut. Je pense qu'il y a encore largement de quoi faire sur l'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est qu'on est encore sur la phase où on sait pas trop jusqu'où ça peut monter. C'est la phase de et hype. C'est là qu'on peut avoir des dingueries. Et d'autres, tu parlais d'AV. Moi, j'ai repris des positions sur AV justement la semaine dernière. Là, on a clôturé au-dessus d'un range avec du volume. C'est magnifique. Et là, on est sur un projet qui a plus de vécu. On est sur quasiment les gens l'appellent quasiment la vieille technologie des DeFi, mais c'est normal quoi. En fait, ça a été un des on va dire des projets fondateurs du truc quoi. Totalement. En tout cas, un de ceux qui pèsent le plus, on est d'accord. Et puis qui est rentable. Là, c'est que tout le monde ne peut pas dire. Et puis qui est rentable, exactement. Et donc ça, eux, ils sont plus loin. Ils sont plus loin dans la courbe de Gartner. Ils sont plutôt sur un plateau où aujourd'hui, on apprécie un peu quelle est la valeur qu'ils peuvent apporter. On voit qu'ils sont là, qu'ils ont vécu plusieurs bear markets, qu'ils sont toujours debout, que les institutionnels, s'ils doivent investir, ils vont investir sur ce type de projets-là qui ont montré justement leur résilience. Et ces projets-là, en fait, dans le même bull run, on a les deux. Et moi, j'essaie d'être exposé aux deux. Ceux qui sont sur la première phase crazy, et puis l'autre, les projets viables qui ont montré un peu leur force, quoi. Ouais, mais t'as tout à fait raison de le jouer. Mais t'as tout à fait raison de le jouer comme ça. Hein. Encore une fois, moi, je dis juste ma vision du marché. En gros, c'est pour moi là, il y a peut-être certaines personnes qui attendent un Solana qui va chercher un ATH. Moi, je pose un point d'interrogation là-dessus. Je trouve que oui, Solana, c'est une belle technologie. Oui, il y a des choses qui sont à apporter. Oui, il y a une euphorie dessus. Mais si on a bien un marché américain qui change, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on le voit aussi sur le secteur action. C'est-à-dire qu'on commence à avoir que... Alors là, ça a remonté avec depuis le 5 août, on est bien d'accord, hein, on est remonté, Nvidia refait des plus hauts. Donc voilà, là on peut se poser des questions. Est-ce qu'on rentre dans une bulle? Et dans ce cas-là, faut pas aller contre la bulle. Faut pas. Ce que je dis, c'est attention, c'est pas se dire il faut être vendeur des techs américaines. Mais on voit bien quand même qu'il y a
il y a quand même un plafond là actuellement qui a été atteint par la tech américaine et que potentiellement c'est le moment de faire plutôt une rotation sectorielle et ça faisait déjà depuis 1 an et demi qu'on en parle hein, quand même de cette rotation sectorielle qui est de passer de la tech américaine à plutôt de la value. Et d'ailleurs je pense que ça peut faire un point qui est assez intéressant par rapport au sujet qui est le sujet des ETF. En fait c'est que beaucoup de la génération qui est rentrée en 2020 avec Robinhood pendant le Covid, beaucoup de ces gens-là, en fait, en fait, ils ont vu que la meilleure façon pour faire de l'argent sur le marché, c'est d'acheter les tech américaines. On achète les 7 magnifiques et tout va bien. Et en fait, le truc, c'est que je pense que ça, c'est un biais de confirmation très important parce que ils ont un backtest en fait de leurs 4 ans de vie et ils voient pas forcément en fait plus loin que ça. Tout le reste en fait. Qui a fait que beaucoup d'autres sont morts dans les années d'avant et que peut-être ils vont s'en prendre une bien violente. Et je parle pas de toi, Julien, tu vois, parce que toi, Julien, t'es très ouvert, t'as beaucoup plus de diversification dans ton portefeuille. Alors que eux, ils ont que ça, quoi. Ils sont attachés à la tech. Tu vois, je veux dire, une personne, par exemple, qui est arrivée dans la crypto et qui a 80% du Solana dans son portefeuille, moi, ça me fait peur pour lui. Ouais. Et 20% de même coin, tu vois. Genre, ça va être ça, son portefeuille, hein, actuellement. Bah ouais, non, il y en a beaucoup, je sais, qui sont là-dessus. Et tu vois, c'est intéressant parce que dans ce que tu disais aussi, bah, il y a en ce moment, on voit que le dollar américain, il repère un peu de force. On voit, par exemple, que l'euro, en contrepartie, est en train de remonter. Alors, même si, globalement, l'euro est dans une tendance baissière par rapport au dollar américain, mais là, on voit que le dollar américain faiblit un peu. Et c'est bien la dévaluation de cette monnaie contrepartie qui fait que les assets remontent. Si la valeur des actions ou de la crypto s'apprécie, c'est pas juste parce qu'ils prennent eux de la valeur, mais c'est peut-être parce qu'on compare un dollar américain qui perd en force. Ça, faut se le rappeler. Et certains assets, comme moi, je regarde beaucoup les rates parce que je voulais en prendre une partie après le bull run. Tout à fait. On voit justement qu'ils ont marqué vraiment un bottom, que là, c'est en train de repartir parce qu'ils ont déjà pricé plus ou moins, ou en tout cas, on sait que en fait, tout ce qui touche à l'immobilier sont très très sensibles au taux d'intérêt et on voit que, en tout cas, la plupart des investisseurs semblent convaincus qu'il y a une baisse des taux d'intérêt qui va avoir lieu parce qu'elle a déjà eu lieu dans d'autres pays, en Europe notamment, etc. Et que, à mon avis, c'est qu'une question de temps avant que ça se passe aux États-Unis. Et ça va profiter, je pense, à cette rotation. Je pense tout à fait, c'est ça en fait. Le scénario, moi, que je privilégie et que j'adorerais voir, c'est vraiment qu'on ait une petite baisse de taux régulière, qu'on ait un genre de soft landing, comme je disais la dernière fois. Ouais. C'est-à-dire vraiment quelque chose où l'économie américaine, oui, elle va se prendre une claque, mais on sait pas trop quand et peut-être le plus tard possible. Si c'est possible dans 2 ans, moi, ça me va bien. Parce que comme ça annulerait pas le bull run qu'on imagine dans 1 an, d'ici 6 à 6 mois à 12 mois. Et donc voilà, ça serait vraiment le scénario le plus privilégié. Et en effet, je pense que l'immobilier, par exemple, pourrait récupérer un peu en valeur. On pourrait avoir du coup une économie qui repartirait, parce que l'immobilier, c'est un des secteurs les plus importants pour voir si ton économie dans ton pays fonctionne. C'est-à-dire que si tu as des nouveaux immeubles qui sortent de terre, c'est que c'est plutôt une bonne chose. Tu vois, la construction, c'est plus ou moins tu peux juste avec le nombre de nouvelles constructions dans ton pays savoir plus ou moins ton GDP, ton PIB. De combien il va être. Donc, c'est sûr que si on a un engouement sur l'immobilier, ça peut être intéressant. Donc, oui. Mais par contre, si à l'inverse, on commence à baisser les taux parce qu'en fait, c'est la merde et que, tu vois, genre, je sais pas, genre, faillite d'une banque, je sais pas, un truc à la con, hein, parce que les dettes Covid qui se sont adossées, on a vu plusieurs banques qui se sont fait par cascade les dernières années fait liquider. C'est pas impossible qu'on ait quelque chose encore qui arrive, tu vois, un Black Swan comme ce sera peut-être pas au niveau des banques, ce sera peut-être autre part. J'en ai aucune idée, mais si par contre on a ça et que là d'un coup on a des taux d'intérêt qui baissent, moi j'investis pas en IMO. Hein. À l'inverse, j'attends que le marché fasse à peu près son plus bas. Je crois que de ce qu'on dit, c'est environ 2 ans après une récession sur les marchés financiers. T'as à peu près ton point bas sur les marchés immobiliers. Donc tu peux synchroniser un peu ton truc, tu vois. Et là, après, tu réinvestis. Ouais, ça va dépendre du scénario dans lequel on se situe. C'est juste ça. Ok. Parfait, Christian, est-ce que tu voulais réagir? Là, je m'attendais pas parce qu'on parle pendant 30 minutes, mais il y a quand même des choses à dire. En même temps. Désolé. Oui, je vais rejoindre ce que vous dites. Hein. Je pense qu'en fait, si on revient un peu sur ce qui s'est passé, par rapport à ce que tu disais aussi au début de l'année, là où quand vous étiez parti
en Espagne. Je pense qu'en fait, suite au lancement de l'ETF Bitcoin, il y a eu énormément d'entrées d'argent et je pense que ça, il y aurait pas eu ça, le bull run, il serait pas parti aussi rapidement. Je pense que ça a dû décaler et donc du coup, le marché a surpricé peut-être, ou enfin en tout cas, ça a réagi positivement et donc en effet, je pense derrière il y avait besoin de réévaluer et puis de digérer un peu, hein. Donc je pense pas que ça soit si dingue que ça. Quand on regarde en termes de consolidation, on est sur un timing qui est tout à fait cohérent. Il nous resterait même encore quelques jours si on veut rester cohérent avec l'ancienne consolidation qu'on a eue dans le passé, même si encore une fois ce qui s'est passé ne présage pas de l'avenir, mais je crois que c'était 180 jours et là on n'y est pas encore. Donc moi je pense qu'en fait la plupart des gens étaient trop et je le vois avec vos deux réactions, c'est-à-dire que mais moi le premier, hein, j'étais ça va partir vite, ça va être éclair, etc. Mais peut-être qu'il y a les institutionnels qui veulent rentrer dans le marché, qui veulent jouer un peu sur les peurs. Moi maintenant je suis très attentif aussi aux médias. Souvent, quand on nous dit quelque chose, il se passe l'inverse, comme par hasard. Après, voilà, encore une fois, comme tu disais, Julien, je veux pas rentrer dans tout ce qui est manipulation, etc., mais c'est quand même étrange de voir qu'il y a des actions qui sont vendues juste avant qu'il y ait des downs. Il y a des trucs, je pense que les BlackRock et compagnie, ils ont accès à des informations que le commun n'a pas. Et du coup, les news, on peut pas dire qu'on n'est pas influencé par les news, parce que de dire ça, on est influencé, mais se dire à qui ça profite et essayer de jouer à un jeu plus intelligent. Parce que là, clairement, on voit bien que au niveau macro, il y a quand même pas mal de choses qui freinent. Je pense que malgré tout ce que tu as dit, François, sur le pivot de la Fed, le marché attend énormément ça. Je sais pas pourquoi, et j'ai l'impression qu'ils sont sourds à tout le reste. Mais ça, c'était le truc qui allait faire que parce que quand je regardais les bougies, mais c'était presque un stablecoin le Bitcoin. C'était incroyable. Il est resté mais hyper linéaire pendant plus d'une semaine. Et quand on regarde en 6 mois, regardez les bougies, finalement, on stabilise le prix. Donc là, j'ai hâte de voir comment va se clôturer le mois d'août. Mais moi, je pense que typiquement, septembre, ça va être très aléatoire. Je pense qu'il y aura de la volatilité avec ce qui va se passer. La rentrée, etc. On le sait, c'est un petit peu plus... ça bouge un peu plus que août, forcément. On voit qu'il y a eu des nouveaux rentrées de capitaux sur le TF Bitcoin, là, cette dernière semaine. Donc, ça peut présager qu'on revient dans une injection de liquidité dans les crypto-monnaies et notamment dans Bitcoin. Et si Bitcoin bouge, forcément, ça va faire bouger le reste. Mais c'est vrai qu'il y a eu donc du coup le halving, donc il y a un côté métronome du Bitcoin et en même temps il y a tout le reste. Et donc comment on deal avec tout ça? Donc on peut pas trop savoir, mais moi j'ai bon espoir quand même, comme tu disais Julien sur le Q4. Je pense que là il peut se passer des choses et après en fonction de ce qui va se passer, c'était quoi déjà le TF qui a toujours raison là, qui annonçait potentiellement une récession ou une dépression, je mélange toujours un peu les deux. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui nous pend. Ah ouais, oui, c'était oui, c'est quand tu croises les deux courbes. C'est quand tu croises les deux courbes entre le taux 10 ans et taux 2 ans. Ah, et là, on les a croisés. Oui, je crois que c'est ça. Enfin, je crois qu'on les a croisés, en tout cas. Tu parles des trucs du marché américain, là, les obligations américaines. Ouais, obligations américaines. Oui, apparemment, le 2 ans devient plus intéressant que le 5 ans. Donc, ça montre que potentiellement, à court terme, on a regagné un peu espoir, mais on se projette pas sur du long terme, c'est ça? Car long terme, et c'est pour ça que... En fait, tant que t'es encore dans l'autre sens, ça va, mais en fait, c'est au moment où tu vas recroiser. C'est-à-dire que quand tu croises dans la hausse, ça va encore, mais après, c'est quand tu croises à la baisse. C'est-à-dire que quand ton taux 2 ans recroise ton taux 10 ans, là, c'est la merde, parce que ça veut dire que t'as plus de perspective bonne court terme, et en plus, ta perspective bonne long terme, elle est mauvaise, parce qu'en fait, t'as pas déjà un taux de barjot. Enfin, il est élevé, mais il est pas aussi élevé que ce que t'étais il y a 6 mois sur ton taux 2 ans. Et donc, du coup, en fait, à ce moment-là, ça veut dire que tu annonces la récession dans les prochaines années, dans les 1 à 2 ans, ce que je vous disais là tout à l'heure, 6 mois à 2 ans. Et que potentiellement, tu vas prendre du temps pour te récupérer au niveau économique. Il faut savoir, tous les 8 ans, t'as une récession. C'est pas grave. C'est pas une mauvaise chose qu'on ait une récession. C'est la vie. Saison, Après, il y a des gens quand même qui sont. Ça, c'est sûr. Faut entendre ça. Ça, c'est une réalité. Il faut pas l'oublier, mais on voit que c'est très dur de timer le marché aussi. Et je veux dire, tous ceux qui sont sortis là en peur en début d'août,
bah finalement ils se sont mangés une perte parce que là on est de retour. Je pense que Totalement. C'est des jeux dangereux. Ouais. C'est des jeux dangereux. Je pense que comme à chaque bull run, totalement. on peut pas Et- dire que à chaque fois il était identique. Et là, je pense qu'on a vraiment quelque chose d'assez historique dans comment déjà le fait d'avoir fait un ATH sur Bitcoin avant le halving. Un ATH avant Déjà ça, avant le- mais voilà. halving. Après, est-ce que tous ils sont tombés sur les élections américaines? Je suis pas sûr. Donc du coup, forcément, il y a pas mal. Si, souvent. Si, souvent. En fait, apparemment, Satoshi, il avait Ah, il est malin. étudié ça quand il a Ouais. lancé Bitcoin parce qu'il savait que les années, ce qu'on appelle le Ouais. cycle présidentiel, c'est quelque chose qui, de façon générale, va aider le marché. Et vu que lui, il voulait être certain, en tout cas, Il est donner malin. un maximum de chances à ce que le Bitcoin soit adopté, il Ok. aurait, a priori, c'est une des Ah, tiens, je théories savais qu'il pas. aurait, Ouais. Ok. il aurait prévu ça et il Je avait savais timé pas ça. par rapport à ça aussi. Donc, comment ça va se positionner? Moi, Donc, je ouais, pense moi- que si, en tout cas, ça pète, ça va péter, mais derrière, après, ça va péter fort. Je pense que... Mais par contre, après, voilà, je pense que derrière, il risque d'y avoir... va falloir être très vigilant de qu'est-ce qu'on fait après et prendre des profits. Ça, on le rappellera jamais assez. Et parce que derrière, je pense que ça peut Ouais. vite retomber. Et s'il y a une bulle qui pète derrière, etc., enfin, ça, on va aller taper des... Et là, faut... Enfin, moi, là, pour le coup, de plus en plus, je me projette pas sur plusieurs bull runs. Autant avant, j'étais vraiment en mode très conservateur, à me dire, de toute façon, ça, c'est bon, je le garde sur du long terme. Aujourd'hui, je le vois bien qu'il y a des projets que j'avais, l'ancien bull run, qui sont morts aujourd'hui, tout comme il y en a qui ont survécu, on l'a dit à AV, mais on peut pas le savoir, ça. Donc moi, maintenant, c'est vraiment, je fais le mieux que je peux sur un bull run, et après, je redistribue mes cartes sur le bull run prochain. Et s'il y a des qui sont encore en compétition, bah tant mieux. Ça, honnêtement, c'est un des trucs qui me fait flipper parce que, en fait, je te dirais que même 2017, on était vraiment sur les pionniers, tu vois. Bon, avant Oui, ça, oui. c'était des gens dans le métier ou des gens Ouais. qui faisaient du poker. Après 2017, c'était vraiment les pionniers. Et en fait, nous, le bull run qu'on a vécu, pour moi, c'était vraiment le premier bull run de l'adoption, on va dire plus général. Et en fait, bah, ça veut dire que maintenant, il y a un maximum de gens qui sont au courant de comment ça se passe. Et j'entends tout le monde autour de moi, même des vieux de la vieille de la crypto, qui disent, moi, je sors ce bull run et je remets dans la trade fee, tu vois, parce que tout le monde, on dirait, est tanné de ce marché de barjo. Et ça me fait flipper parce que on est tous là à annoncer les mêmes métriques, les mêmes trucs, on a tous les mêmes indicateurs pour sortir. Alors, je te dis pas la bougie de l'espace qu'on va se prendre, ou alors est-ce que c'est les institutionnels qui n'auront pas eu le temps de sortir, qui vont s'arranger Ouais. pour faire des faux signaux? Je sais pas, mais je pense que ça va être assez erratique la sortie de ce bull run là. Et moi, j'aimerais mieux sortir beaucoup trop tôt Ouais, qu'un bien peu dit. trop tard. Définitivement, sur ce cycle-là. Je suis d'accord avec vous. Et je sais pas si vous avez vu, après ça on clôture là-dessus, et j'ai une petite citation mi-parcours avant qu'on bascule sur l'ETF, mais tu sais, sur la crypto, il y a un peu ce côté anarchiste, tu vois, un peu comme on a eu l'affaire GameStop, Carrément. tu vois, les meme stocks. Quand il y a eu l'histoire sur Mm. Ton, je me suis dit, tu vas voir, en fait, je commençais déjà à voir des gens qui disaient, bah moi en soutien, je vais acheter du Ton, des machins, et je me suis dit, bon, tu vas voir, il va y avoir un délire comme ça, et vu que je suivais les mimes, alors après, je vous passe, il y a Tron aussi, il se passe pas mal de choses en ce moment au niveau des mimes. Et je m'étais dit, c'est quoi le mime de Ton? Et il y a quelques semaines en arrière, et j'essaie d'identifier les top mimes de chaque écosystème. Donc, tu vois, de Base, de Tron, bon voilà, Solana, etc. Et j'en avais vu un qui s'appelait Redo. Je sais pas si vous le connaissez, R-E-D-O. C'est The Resistant Dog. Et c'est un chien, en fait, qui représente la résistance et tout ça. Et ça a fait dans avant-hier, je me suis dit, mais tu vas voir, le Resistant Dog, en fait, tous les gens qui vont prendre parti, t'as déjà les hashtags Free Pavel Durov, bah, je me suis dit, tu vas voir que le Redo, il va devenir le symbole de cette résistance-là. Et bah, hier, il a fait 115% de bordel. Alors après, je regrette pas parce que c'est une très petite liquidité. Il est pas du tout lié sur les gros exchanges. On n'aurait rien pu faire. Rentrer là-dessus. Mais je suis content de voir que mon flair a finalement avait vu juste. Et à voir, en tout cas, ça peut être un mouvement qui continue, qui se poursuit. Fait que voilà. Alors, citation de mi-parcours, une citation d'Albert Camus, si tu me permets, Christian, je sais que c'est toi le maître des citations. Je voulais traduire en français parce que je l'avais trouvé en anglais au début. La citation, c'est « Le seul moyen d'affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre qu'on fasse de sa propre existence un acte de révolte. » Je l'ai trouvé pas mal et je trouvais qu'elle symbolisait bien un peu tout ce qui se passe en ce moment par rapport au débat de la liberté d'expression. C'est vrai qu'on pourrait faire tout un épisode rien que là-dessus, hein, parce que c'est vrai que ça fait réfléchir. Et quand moi, c'était une autre citation
Mark Twain qui disait le jour où un peuple est capable de vendre sa sécurité au nom de la liberté, non, de vendre sa liberté au nom de la sécurité, il mérite ni l'une ni l'autre et il finira par perdre les deux, un truc comme ça. Et c'est vrai que on le voit, et je crois qu'il y avait déjà Meta qui avait lancé une crypto. Parce que là, ce qu'il faut quand même noter sur Town, comme tu dis, c'est que il va pas créer comment dire, un ensemble de personnes autour d'une crypto. L'écosystème est déjà là. Et donc là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose déjà d'hyper intéressant. Après, encore une fois, les hamsters combattent, les trucs comme ça qu'on va retrouver dessus, ça, voilà, faut s'en méfier. Enfin, je pense qu'il y a de l'argent à se faire, mais voilà, encore une fois, vérifiez, faites attention, parce que voilà. Mais après, je pense que c'est intéressant en soi de s'intéresser à ce projet-là. Et va savoir s'il n'y a pas eu, comme par hasard, parce que tous ceux qui ont voulu lancer ce genre de choses, bizarrement, ils ont eu des barrières ils ont des soucis par l'État, des gros trucs, comme par hasard, et lui, il se fait arrêter. Alors, est-ce que c'est coïncidence ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'il aurait pas eu la crypto? Il y aurait eu quand même ce problème-là? Je sais pas, parce que ça fait un moment donné qu'on l'a. Non, mais Telegram, ça a toujours été comme ça. La vérité. Je veux dire. Tu vois, et ça a fait baisser les prix. À qui ça a profité? Ça fait un moment que ça. Non, mais ça fait un moment que c'est comme ça. Ça fait un moment. Mais c'est comme, j'oublie son nom, mais celui du film Snowden. Ouais. C'est ça. Snowden, lui, il vit aussi pareil. Et d'ailleurs, il a pris position sur cette histoire-là. Mais c'est des gens qui sont obligés de vivre quasiment reclus dans des pays avec un asile politique, parce qu'ils savent qu'ils sont les targets, en fait. Ouais. Je pense que c'est pas pour rien que Satoshi est anonyme. Lui, il a tout compris. Je veux dire, il aurait eu des problèmes. Il aurait pris une bastos, ça aurait parce qu'il faut le dire, c'est comment déjà son nom? Je n'ai pas la mémoire des noms. Pavlov? Non, je confonds avec Pavel Durov. Moi, je fais Pavlov. Pavel Durov. Ouais, voilà, c'est dessert. Même, tu sais, quand on dit le... Non. Très raciste. Quand tu dis... non, Pavlov, c'est quand t'es... Quand t'es conditionné, le chien Pavlov. Le chien. C'est pour ça que j'ai fait ce lien là. Donc oui, du coup, tu redis-moi. Marcel? Non. Pavel Durov. Pavel Durov. Pavel Durov. Pavel. Et déjà, à la base, il s'était fait plus ou moins taper sur les doigts par Poutine. Hein. En gros, tu vas... Et en fait, il a dit non. Et il est parti du coup de Russie. Donc, c'est pas la première fois qu'on essaye de... Et c'est là où, apparemment... Elon Musk aurait eu, lui aussi, il avait publié un tweet comme quoi on avait essayé de lui dire fais de la restriction sur... Et il l'a publié. Il a publié tout en mode c'est l'Europe en fait. Comme par hasard. C'est dingue, c'est l'Europe. Quoi en ce moment, l'Europe, c'est un peu chaud. Hein. Ça fait réfléchir quand on parle de... Bon, ça fait penser, ouais. Un petit symbole, quoi. Juste après les Olympiques, la France donne un tout autre visage, en tout cas. C'est ce que je disais, ça aurait pu faire un épisode à part entière, mais c'est pas grave, vous êtes habitués, on est des pipelettes. Donc là, on va passer sur le sujet du jour, 43 minutes après le lancement. Et François, tu nous as préparé un super épisode sur les ETF. Ouais, j'ai préparé un petit sujet. Après, l'idée, c'était je pense que là, il y a une belle transition à faire par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Et que je trouve qu'on dit souvent dans nos interventions, dans nos épisodes. On parle beaucoup de la difficulté de cette volatilité, de la difficulté de ce marché crypto, de la difficulté de finalement savoir naviguer tout ça. Nous, du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est de documenter en fait notre historique de ce qu'on fait, de finalement nos investissements, et forcément on est investi en crypto, donc on vous parle de la crypto. Mais ce qu'il faut peut-être revenir un peu à la base, c'est que la crypto c'est un hedge, mais c'est pas la seule chose qu'il faut avoir dans son portefeuille. En tout cas, selon moi, c'est plus sécurisant, et je pense que ça, personne ne dira le contraire sur Internet, de diversifier son portefeuille, pas surdiversifier, mais diversifier un peu, et d'avoir peut-être une base, d'avoir un portefeuille qui permet en fait de créer déjà quelque chose en termes de rendement, peut être intéressant. C'est-à-dire que entre le livret A et je vais acheter des meme coins, il y a peut-être un petit seuil entre les deux. Il y a peut-être une petite zone. Quoi. Et c'est juste ça que j'essaie de faire parler avec ce sujet. Et je vais commencer du coup, vu que vous étiez sur des citations, sur une citation d'une personne qui s'appelle Jack Bogle, qui dit « Ne cherchez pas l'aiguille dans la botte de foin, contentez-vous d'acheter la botte de foin. »
Et en fait, la personne qui dit ça, Jack Bogle, vous le connaissez certainement pas, c'est le fondateur de Vanguard. Et Vanguard, c'est un grand émetteur d'ETF. Donc, on voulait vous parler un peu des ETF, donc Exchange Trading Fund. Et l'objectif de ces ETF, donc ça a été créé il n'y a pas si longtemps au final. Je daterai plus exactement, mais je pense que ça a une cinquantaine d'années grand max. L'objectif des ETF, c'est de créer un panier d'actions. Et donc, comme il le dit dans sa citation, en fait, au lieu d'essayer de faire du stock picking et de trouver la valeur parfaite, que ce soit dans le marché action ou que ce soit dans le marché crypto, le plus simple des fois, c'est juste d'acheter un panier de devises, un panier d'actions, pardon, un panier de devises aussi, hein, ça pourrait être le cas, pour les cryptos, en l'occurrence. On pourrait très bien imaginer, je sais que par exemple, Swissborg le font, ils font des thématiques, et tu peux avoir des paniers de crypto, donc c'est des paniers de devises, qui permettent finalement de reproduire plus ou moins ce que fait un ETF. Et on a beaucoup parlé des ETF avec la sortie de l'ETF Bitcoin, mais c'est vrai qu'on oublie un petit peu à quoi ça sert vraiment un ETF. Un ETF, à la base, c'est ça. L'objectif, c'était pour... alors, la toute base, si je dis pas de bêtises... Attendez, j'ai un doute. Bon, j'ai pas le truc historique, donc on va pas le dire. Donc, l'objectif quand même de l'ETF, c'est vraiment d'avoir ce panier d'actions qui va permettre de diversifier son portefeuille. Et ce qu'il faut savoir, en fait, en deuxième point, ce que je voulais donner pour information et pour peut-être intéresser aussi les gens à se dire, tiens, pourquoi ça fait, ça peut être un game changer d'utiliser les ETF, c'est qu'il y a une étude qui est souvent relayée, l'étude Spiva, qui chaque année est faite et qui montre que 9 gérants sur 10, ça dépend en fait des secteurs, faut regarder, ils le font sur différentes géographies, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. En tout cas, c'est une stat qui ressort à peu près globalement dans tout le monde entier. Il y a quelques rares exceptions, mais la plupart du temps, que ce soit européen ou américain, 9 gérants sur 10 de fonds qui du coup vont avoir des clients et qui vont avoir Gérant de fonds, quoi. un portefeuille, un gérant de fonds, vont faire moins bien que leurs indices de référence. Et je parle bien de leurs indices de référence. C'est-à-dire que on les compare bien à la bonne chose. On les compare pas à quelque chose qui est incohérent. S'il essaie de surpasser le SP500, voilà. On regarde cet indice-là. S'il essaie de surpasser le Nasdaq, on le compare. On regarde au Nasdaq. S'il essaie de surpasser les biotech, on regarde par rapport aux biotech. S'il essaie de surpasser les obligataires, on regarde les marchés obligataires. Parce qu'on assume qu'il prend un risque pour battre son propre indice de référence, du coup, qui va être à la hauteur de ça. Exactement. Et 9 gérants sur 10 ne battent pas leur indice de référence. Donc c'est à partir de là... À partir de là, en fait, la réflexion... Pour le coup, la question est vite répondue, j'ai envie de dire. Il paraît assez évident de se dire, bon, partir sur des ETF, ça peut avoir du sens. Ça peut avoir beaucoup de sens pour se créer un portefeuille, parce qu'au final, je vais avoir à peu près la moyenne la moyenne de rendement théorique que le marché fait. Et je vais du coup, en fait, pas me prendre la tête. Je vais pouvoir avoir une gestion de mon portefeuille qui va être très très simple. Mais en fait, quand on commence à... Alors, tu as peut-être des questions par rapport à ça. Je connais la réponse, mais je veux t'entendre là-dessus. C'est si on sait ça, oui. Pourquoi les gens continuent de faire du stock picking? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ne le savent pas? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose derrière de plus... je pense qu'il y a de la psychologie, clairement. Il y a de la psychologie parce que les gens, ils aiment bien détenir et avoir les choses pour elles-mêmes. Après, je pense qu'il y a aussi quand même des risques associés aux ETF qui peuvent faire peur, mais qui finalement, pour moi, sont assez minimes. Je pense qu'on peut en parler, on en parlera par la suite. Et puis, je pense quand même qu'une grande majorité en fait, des gens utilisent les ETF actuellement pour investir. On n'est pas non plus sur une majorité, mais on est quand même sur un nombre conséquent d'investisseurs qui les utilisent. En fait, moi, j'ai l'impression que on a d'un côté peut-être les gens qui ont vraiment une aversion au risque, et ces gens-là, en fait, de base, ils vont pas investir, que ça soit ETF ou autre chose, parce qu'ils ont juste trop peur. Et ils vont plutôt faire confiance au gouvernement et aux trucs méga sécurisés des banques. Ce qui est, à mon avis, le plus grand risque que tu peux prendre, mais pour ces gens-là, ça fait sens. Et après, pour ceux qui veulent commencer à gérer leur épargne et à prendre les choses en main, je pense qu'en fait, l'ETF, ça a l'air un peu boring.
C'est-à-dire que c'est quelque chose l'est. qui va avoir une performance qu'on peut mesurer. On a des grosses stats là-dessus. On sait que le SP500 délivre X% par année avec un drawdown de machin en moyenne sur 20, 30 ans, 50 ans. Ça peut être super boring en fait. Tu peux déjà dire à l'avance à 60 ans combien t'auras. Et en fait, j'ai l'impression que les gens qui rentrent dans la game de l'investissement, des fois sont prêts. Ils veulent faire mieux. Ils En fait, cherchent c'est le comme si casino. d'un coup Et puis tu ils rentres cherchent dans le une casino. compétitivité Ouais. et tu dis bah là, moi je vais faire mieux que tout le monde. Donc je vais essayer de trouver la pépite. Et on le voit en crypto, on entend toujours la pépite, alors que tu pourrais juste acheter le top 5 de crypto et tu aurais une très belle perf en fait, tu vois. Je pense que c'est ça le biais qui fait qu'on cherche toujours le gérant de fonds. Alors après, on a des Je pense exceptions comme Warren Buffett et tout, et donc quand tu entends ces gars-là, tu te dis ça doit être possible parce que lui, il a déboîté le SP500. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Et il y a même une étude, beaucoup, dans l'étude Spiva, ils le font. C'est-à-dire que si tu regardes, donc dans les 9 gérants sur 10, t'en as quand même un gérant sur 10 qui est gagnant. Donc tu pourrais dire, bah, si je mettais un peu d'argent dans tous les gérants de fonds, est-ce que je bats le marché quand même? Eh ben non. Parce que du coup, le gérant aussi, lui, il récupère. Il récupère des filles. Et c'est pas toujours le même gérant aussi. C'est Parce pas que les tout gens le ils vont temps dire gérant. bah, j'ai juste à regarder celui qui gagne et je mise dessus, mais il peut être gagnant Exactement. pendant 5 ans. Il peut être et gagnant perdre pendant 5 10 ans et perdre. Ouais, exactement. Et en plus de ça, vu qu'il a des filles, et ben potentiellement, même si tu achetais un peu tout et que tu compensais tout et que tu regardais par rapport à ta monnaie, et ben même malgré ça, t'es perdant. Donc, je pense qu'en effet, il y a un côté ennuyeux, mais moi j'ai envie de dire, ennuyez-vous. C'est plutôt une bonne Ouais. chose. Moi, à chaque fois que j'ai essayé de courir après les émotions, en fait, j'avais juste envie d'être... Enfin, prends 500 balles, va, je sais pas, ou même 50 casino, balles, ouais. va au casino, et puis amuse-toi avec tes émotions. Mais pour le coup, là, si tu parles de ta retraite, tu parles de ton pouvoir d'achat, que tu parles de, je sais pas, les études de Ta tes liberté. enfants, que tu parles de ta liberté, il y a un moment donné, il faut arrêter de déconner, ennuie-toi. Et au final, ça veut pas dire forcément que ça va être ennuyeux tant que ça, parce qu'il y a quand même du travail à faire. C'est-à-dire que quand on commence à comprendre les ETF, après on se rend compte qu'il y a un gros jargon derrière, et que créer un portefeuille ETF, c'est aussi du travail. C'est-à-dire que tu peux partir sur le principe seul de dire, bah oui, je vais acheter du SP500, et puis that's it. C'est une possibilité. Mais est-ce que tu es capable de gérer un drawdown, donc un marché baissier qui pourrait t'amener sur des plus bas, avec un pourcentage, je sais pas, de l'ordre de 50 à 80%, puisque dans les anciennes crises sur le SP500, c'est ce qu'on a pu avoir. C'est en moyenne 30%. Ce qu'on appelle une vraie récession, c'est au moins 30% sur le marché, et potentiellement tu peux avoir des pics à moins 50, moins 80. Sur la Grande Dépression, par exemple, de 1929, on était à 80%. Donc, ça, en vrai, c'est toute une réflexion. Et donc, tu vas peut-être pouvoir associer différents ETF pour diversifier, en fait, ton portefeuille et essayer de diminuer la volatilité de ton portefeuille et garder, en fait, un rendement qui est cohérent. Tu vas peut-être pas faire le rendement du coup du SP500, forcément, vu que tu suis plus seulement le SP500, mais tu vas pouvoir aller chercher un rendement plus stable dans le temps et avec moins de volatilité dans ton portefeuille. Et ça, c'est ce que tu cherches en tant que bon père de famille, tu vois. Donc, il y a des capacités de pouvoir faire des choses assez sympas avec ça. Ouais, après, tu peux aussi, je sais, alors sans rentrer dans du gros trading, mais avoir une moyenne mobile 10 mois et de éventuellement faire des sorties de position quand on sent que le marché, ça peut limiter les drawdowns sans trop Tout à limiter justement l'upside. Tu peux ça, c'est une des stratégies. Puis après, ça peut être de rebalancer en ayant des ETF. Ça, je suis sûr que tu vas nous en parler. Oui. Peut-être plus risqués, d'autres moins risqués. Et en fait, en fonction de dans quelle typologie de marché on est, si un de tes ETF va surperformer par rapport aux autres, tu peux réinvestir les gains dans l'autre ETF en sachant que tout est un cycle et éventuellement, à son tour, lui, va pouvoir faire des gains sur les premiers gains que tu as déjà rotationné. Là, moi, ce que je peux vous amener en termes très très simples, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a 4 classes d'actifs. 4 classes d'actifs, vous avez les commodities, vous avez les obligations d'État et d'entreprise, mais on va plutôt dire obligations d'État, parce que les obligations d'entreprise sont beaucoup quand même corrélées, je trouve, aux actions. Tu as les actions, ça c'est la troisième, et la quatrième, c'est le cash. Donc le côté fiduciaire. Il y a Harry Brown qui avait donné un pourcentage comme ça très simple d'un portefeuille facile à faire, c'est un quart. Tout simplement. Rien de plus simple. Et rien qu'avec ça, déjà, tu diminues énormément la volatilité de ton portefeuille. Maintenant, je mets des bémols. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de réflexions qui vont venir de l'extérieur, qui vont vous perturber. Typiquement, mais est-ce que j'achète vraiment des obligations d'État? Bien, c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser.
dans le sens où est-ce qu'on a confiance dans l'état dans lequel De on moins en achète moins. les obligations. Et De moins en moins. exactement. Ouais. Donc après à ça peut-être s'ajouter, ok, peut-être que je vais acheter des obligations d'État, mais dans ce cas-là, dans mon portefeuille, je vais peut-être ajouter un truc qui va prévoir si l'État en fait fait faillite. Et typiquement, moi je dirais quel est le meilleur hedge que Bitcoin. Exact. En Et plus, quand tu- si vous êtes américain, vous avez accès aux ETF Bitcoin. Donc, hop là, vous pouvez. Je sais pas, toi par exemple, Julien, toi tu dois avoir Canadien pouvoir aussi. accès. Ça fait un Canadien petit aussi. moment Je veux dire déjà. américain. Je parlais américain au sens global. Donc tu pourrais par exemple dire, je fais peut-être 25, mais peut-être sur les obligations, je vais passer à, je sais pas, 22, puis je vais mettre 3% de Bitcoin dans mon portefeuille global. Et Donc, quand ça tu peut être parles de une la idée. classe fiduciaire, est-ce que tu parles juste d'avoir de l'américain, du bon vieux USD parce que Pas c'est le forcément. roi, Pas ou forcément. est-ce que tu prends des monnaies un peu genre du franc Non, suisse, pas forcément. des choses comme ça? Exactement. Tu Ok. peux en fait aller sur des monnaies qui sont plus intéressantes, parce Je que sais que les couronnes c'est vrai que scandinaves aussi sont Voilà, intéressantes, couronnes c'est aussi des scandinaves, valeurs refuge. normalement le yen était une valeur Le yen. refuge de base et je pense qu'elle va Il va l'être. reprendre sur Il va reprendre ce pouvoir-là. Donc on aurait le yen, on aurait le franc suisse qui est très très bon aussi. Et après l'idée que tu peux faire à ça, c'est ajouter en fait le côté intérêt court terme. Donc tu peux en fait placer ton argent, c'est-à-dire il faut pas faire ça comme si tu gardais sur ton compte titre. Quand je parle du cash, c'est pas du cash vraiment que tu as sur ton compte en banque. C'est très liquide parce que tu peux le sortir comme ça. Mais tu vas en fait aller sur des taux d'intérêt en fait à la journée, au mensuel. Aux États-Unis, ils appellent ça les T-bills. Donc ça peut te permettre en effet d'avoir un rendement en fait sur tes 25% qui est suffisant en fait pour compenser l'inflation et même te faire des fois des gains dans des périodes comme celle qu'on a vécue là avec une inflation très importante. Du coup, on avait des taux très intéressants court terme qui battaient vraiment cette inflation. Donc ça peut être cool. Ok. Donc ça, il faut avoir cette ouverture. Mais même quand je dis ça, après on peut aller encore plus loin. Je veux dire, il y a Ray Dalio par exemple qui est allé beaucoup plus loin sur le sujet. On peut aller encore aussi plus loin avec Gary Antonucci. J'en avais déjà parlé à un moment donné. Bref, il y a plein de possibilités et plein de façons de se positionner. Ce qu'il faut se rappeler, c'est à peu près que sur ce type de portefeuille, il y a des arbitrages à faire. Comme tu disais, Julien, tu peux faire des arbitrages techniques ou tu peux faire juste un arbitrage temporel. Tu dis au bout d'un an, je réarbitre mon truc, ou si vraiment il y a une vraie évolution du portefeuille sur 6 mois, tu peux pourquoi pas réarbitrer. Mais dans l'idée, il faut rester sur un truc cohérent et essayer de se fixer sur ce truc cohérent et essayer d'éviter de changer d'avis en fait sur ce type de portefeuille, puisque c'est des portefeuilles long terme avec une vision long terme. Donc si en fait je me dis en fait il y a des gens, j'ai écouté une vidéo d'un tel qui m'a dit les obligations d'État c'est de la merde, et que tu changes ta position et que tu changes ton portefeuille et que tu réarbitres complètement différemment ton portefeuille, tu vas plus du tout retomber dans les statistiques qui sont cohérents et tu vas commencer en fait à refaire finalement du stock picking dans ton truc d'ETF. Donc des fois, je sais pas. Le plus simple des fois est le mieux. Donc des fois, quand j'entends quelqu'un qui me dit je vais acheter juste du SP500 en ETF, je comprends aussi l'idée. Après, il faut avoir les nerfs solides là en termes de psychologie pour pouvoir se dire je vendrai pas, même quand j'aurais fait moins 30 ou moins 40%. Ouais. Donc ça, c'est la difficulté. Par rapport aux avantages des ETF, donc là tu parles vraiment de la simplicité, de la diversification. En fait, tu achètes un truc qui se diversifie tout seul, parce que ça on l'a déjà dit, mais vous comprenez que s'il y a une entreprise qui sort du SP500, automatiquement ça se fait pour vous en fait. Vous êtes pas parce qu'on pourrait en théorie acheter les 500 actions qui sont représentées dans le SP500 selon les bonnes proportions, parce qu'elles sont pas toutes à la même proportion. Ouais. Et puis ça ferait ça en fait. Sauf que ce sera à vous de suivre tout le temps qui rentre, qui sort du SP500. Est-ce que les pourcentages vont changer ? Alors que là, ça se fait de façon automatique. Et donc du coup, les autres avantages aussi qu'il faut mentionner, c'est que vu que c'est automatisé, les frais sont très très bas. Et ça, c'est un des points. On parle beaucoup des intérêts composés, mais on parle assez peu finalement des frais composés. Des frais composés. Et les frais composés en fait sur du long terme, même si votre gérant de portefeuille il prend un pourcentage qui vous semble assez modeste, je vais dire n'importe quoi, 1 ou 2%, c'est peut-être plus que ça pour certains. Et en fait, vous vous rendez compte que peut-être 2% sur 20 ans, ça n'a rien à voir avec certains ETF où on est à 0,05% par exemple. Énorme. Donc c'est énorme la différence sur 20 ans. Quoi. Donc c'est ça aussi les frais qui sont beaucoup plus bas. La diversification automatisée et je crois que j'en oublie un autre. Et puis après, en plus, t'as le côté fiscal aussi qui est intéressant parce que souvent ces ETF vont être vont pouvoir être mis dans une poche fiscale.
J'allais dire, la liquidité, c'est très Oui, le facile fait de de rentrer pouvoir, sortir c'est très même avec facile des de gros rentrer montants. sortir. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et oui, t'as raison, fiscalement aussi. Fiscalement aussi, je trouve que c'est intéressant parce que pour les Français, par exemple, on peut en avoir quand même pas mal sur les PEA. Alors, on va peut-être pas pouvoir avoir tous les ETF dont je parlais. On va être quand même plutôt concentré sur les ETF actions, mais on peut quand même trouver des ETF obligataires. Bon, c'est des magouilles. Ils arrivent à faire des trucs synthétiques. Cherchez pas, on va pas se casser le cerveau là ici. Je pourrais vous expliquer, mais c'est quand même un peu complexe et franchement, Non, je vois pas pas la peine. trop l'intérêt. Au Canada, je sais que c'est aussi une possibilité avec ton CEPI ou avec ton non, c'est quoi? Le CELI. CELI. Et l'autre, c'est Le CELI qui est un compte libre d'impôt, c'est un peu comme le PEA, Ouais. sauf que nous, on n'a pas de... Et t'as l'autre, t'as le c'est le CELI et t'as le RER. Et donc, je crois que c'est plus sur le RER encore que c'est le cas. Avec Wealthsimple, par exemple, je sais que tu peux très bien aller chercher des ETF sur ces comptes-là. Et pareil, donc, tu as des poches fiscales super intéressantes qui vont te faire pas payer beaucoup d'impôts quand tu vas après retirer et avoir gagné de l'argent avec ça. Exact. Et là, tout à l'heure, tu as mentionné, tu as fait une citation du gars qui a créé Vanguard. Oui. Donc Vanguard, moi j'ai déjà entendu, je sais qu'il y en a pas mal d'autres. Oui. Est-ce que tu peux recommander pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas trop quel genre de TF ils devraient privilégier? Bien sûr. Est-ce que tu as quelques recommandations? Donc, encore une fois, moi je fais pas de conseil en investissement, je ne vais pas donner des tickers parce qu'en plus c'est imbuvable et puis incompréhensible. Donc moi ce que je veux c'est plutôt vous apprendre à pêcher votre poisson par vous-même. Donc je vais vous donner quelques grands émetteurs. Ok, on a Vanguard, on a BlackRock, on a Fidelity, on a qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Charles Schwab, moi je sais que j'aime bien. Oui, exact. Franchement, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment Mais là, beaucoup. t'as dit Et les c'est plus là gros, où je après, et en fait c'est là où comme je disais tout à l'heure, on rentre un peu dans le terrier du lapin blanc, dans le sens où ça devient très très complexe. On se dit mais pourquoi tous ces trucs, ça devait être simple, je devais juste acheter un ETF et là on me bassine avec 150 000 trucs. Donc déjà moi je vais essayer de vous apprendre à lire un ticker. C'est pas évident. Dans un ticker en fait il y a plusieurs informations. Vous avez déjà l'information de qui c'est qui l'a émis, l'émetteur. Souvent c'est noté. Après il faut faire vos recherches. Mais par exemple si vous voyez iShares, typiquement c'est BlackRock qui est derrière. Vous voyez. Si c'est Vanguard, c'est marqué Vanguard. Donc il y a des fois c'est assez simple, puis il y a des fois c'est un peu plus compliqué. Ouais, parce donc comme que le VOO par exemple, qui est le ticker du SP5, de l'ETF SP500, V c'est pour Vanguard. Oui, exactement. Le V c'est pour Vanguard. L'indice, le nom du ticker va dire aussi qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qu'il essaye de répliquer. Donc ça c'est le premier truc. Donc si par exemple c'est marqué MSCI. Donc ça, c'est MSCI, le MSCI World. Donc ça va être un ETF qui va avoir une composition de plein d'actions du monde entier, avec différents pays. Et donc après, vous pouvez rentrer dans les informations de cet ETF qui va vous donner en fait en pourcentage les différentes actions qui est mis en fait dans cet ETF et sur quel indice il essaye de répliquer. Donc, pour le coup, là, c'est un indice spécial, le MSCI World. MSCI World, où, par exemple, si on a le SP500, et le SP500, donc c'est les 500 plus grandes entreprises américaines, enfin pas les plus grandes, mais en tout cas, font partie des plus grandes, qui sont pondérées d'une certaine manière, etc. C'est un indice, et donc je vais pouvoir acheter un ETF. Si c'est marqué SP500, c'est que certainement, il reproduit le SP500. Voilà. Après, il y a toujours des petits... faut regarder parce que encore une fois il y a plusieurs S&P, il y a le S&P 500 mais il y en a d'autres, donc faire attention, s'il n'y a pas le 500 derrière c'est que potentiellement c'en a un autre. Il y a la région qui est notée souvent dans le ticker, alors faut quand même le regarder, donc ça peut être par exemple Emerging Markets, ça vous pourrez l'avoir dans le nom des fois, donc ça c'est les marchés émergents, je sais pas, ça fait 15 ans qu'ils sont émergents mais si vous voulez la Chine, l'Inde, le Brésil, ce genre de pays, etc. Ils arrivent. Un secteur spécifique, par exemple, ça peut être la technologie, ça peut être healthcare, je sais pas, biotech. Donc ça, vous l'aurez noté aussi normalement dans le ticker. Si c'est pas forcément noté, vous l'entendrez quand même derrière dans les documents qui sont soumis, qui doivent être forcément donnés avec l'ETF. Après, il y a un autre truc aussi qui est important, c'est est-ce qu'il est capitalisant ou est-ce qu'il est distribuant. Capitalisant, souvent, en fait, ils appellent, il faut l'entendre en anglais, c'est accumulating. Donc, ça va être ACC.
Donc vous allez souvent voir à la fin du ticker ACC. Ou sinon, ça sera DIS pour Distributing. Donc en fonction de ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire que les dividendes, est-ce qu'elles sont réinvesties dans l'ETF ou est-ce qu'on vous le distribue en dividendes à vous-même ? Donc moi, je vous recommande plutôt d'avoir un ACC parce que c'est le but de ce type de portefeuille, c'est de pas se prendre la tête avec les dividendes et surtout de pas payer d'impôts en plus sur ces dividendes. Donc quand ils sont gardés dans l'ETF, il n'y a pas d'imposition qui est faite. Si vous avez un portefeuille qui est pas imposable, par exemple le PEA, il est pas imposable sur les dividendes, ça vous dérange pas et vous pourriez vous dire je vais racheter après avec ce truc-là. C'est à vous de voir après, en fonction de vous. J'allais dire, et on prêche beaucoup là-dessus, c'est de dire ça dépend de votre objectif aussi et votre stratégie. Je vous donne un exemple. Si moi aujourd'hui j'ai prévu par exemple de plus avoir mettons un job qui me paye à tous les mois, mais que j'ai prévu qu'un pourcentage de mon portfolio global va me distribuer des dividendes parce que ça va être un revenu passif dont je vais avoir besoin pour vivre, ça à ce moment-là ça peut faire sens d'aller vers un ETF qui va distribuer les dividendes parce que vous souhaitez les consommer en fait, vous souhaitez les utiliser. Mais si effectivement vous les recevez pour pas les utiliser, votre objectif c'est plutôt du long terme, je touche rien avant les 20 prochaines années, là définitivement on est mieux fiscalement en tout cas d'aller, à moins qu'on soit encore une fois dans une enveloppe fiscale différente là, mais d'être plutôt sur du capitalisant. Après à ça s'ajoute aussi la devise de cotation. Donc est-ce que je suis en USD, est-ce que je suis en euros ? Et aussi, du coup, vous pourriez avoir un marqué Edge euro, Edge USD. Et en gros, là, qu'est-ce que fait l'émetteur ? C'est que l'ETF, en plus, donc, si par exemple c'était un ETF SP500 en dollars, il va potentiellement vous couvrir, si c'est marqué Edge, sur le taux euro-dollar. Parce que si vous faites une perf sur le SP500 de, 20%, mais que vous avez un euro-dollar un euro qui prend 20%, vous êtes flat en fait dans votre gain. Mais pourtant, fiscalement, vous avez fait 20% de gain. Donc vous devez payer des impôts. Donc tu te fais allumer. Donc ça peut avoir du sens de se hedger aussi sur la monnaie en fonction de ce qu'on a comme prévision sur l'euro-dollar. Donc ça c'est à voir, c'est en fonction de vous et en fonction de votre appétence par rapport à cette réflexion-là. Aussi un truc que vous verrez de temps en temps, c'est des ETF un peu plus exotiques, j'ai envie de dire, avec marqué 2 fois, x2. Donc ça en fait c'est un effet de levier, c'est ça ? C'est ça, il y a un levier en fait, il y a un effet de levier sur l'ETF, et il peut être en x2. On va en reparler d'ailleurs juste après. Mais il peut être inverse. Il peut être inverse aussi. Ouais, donc ça veut dire que je short le marché. Tu short le marché. Tu peux te faire liquider ? Ça se passe comment ? En fait, tu achètes l'ETF à la baisse. Tu peux te faire liquider ? Ça se passe comment ? C'est ça que non, parce qu'en attends. Oui, si techniquement il va jusqu'à 0. Qu'est-ce qui fait x2 mais qu'en fait ça descend quand tu dis que ça descend. C'est comme un effet levier. Si tu fais une baisse de 50%, à mon avis, tu peux te faire liquider sur les x2. Tu peux te faire liquider sur les x2, mais il faut une très grosse journée pour que ça soit le cas. Et c'était ce dont je voulais parler après dans les listes, c'est le bêta slippage. C'est le bêta slippage. Non, ça peut pas se trader. Mais je pense que s'il fait 2 fois je pense que s'il y a un truc, s'il fait moins 30, s'il fait moins 30, tu trades les ETF, Tu peux mettre s'il fait moins 50, s'il fait moins 50%, ouais, bien sûr. S'il fait moins 50%, ouais, tout à fait. En fait, oui, tu te fais liquider sur un effet de levier x2. Faut que tu partes du principe qu'on peut trader tout ce qui bouge. C'est exactement ça. Et tu peux, exactement, tu peux trader tout ce qui bouge. Et tu peux aussi trader tout ce qui bouge pas. Ouais. Parce que tu partais du principe qu'il bougeait peut-être dans le premier si je veux. Et tu peux trader aussi les gens qui tradent sur le fait que les choses ne bougent pas. C'est bienvenue aux États-Unis. C'est le capitalisme. Et donc voilà, ça c'est les points que je voulais vous amener. Donc si je vous donne un exemple, par exemple, si je vous dis iShares Core MSCI World ETF ACC, qu'est-ce que vous me dites ? Attends, redis-le. iShares Core MSCI World ETF ACC. Alors c'est BlackRock. Donc là c'est BlackRock. BlackRock. C'est sur le MSCI World. Okay. Et c'est un accumulating. Donc accumulating, capitalisation. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va revenir sur le truc.
Si je vous dis Lixor x2 CAC 40 ETF DIS T, Bah, c'est 440. Mais Et bah, du Lixor, c'est coup, qui Lixor, c'est un, Ouais. c'est un des D'accord. émetteurs. ouais, Tu m'as dit quoi après? Le CAC SP500? 40. Non, CAC CAC 40. 40. Donc, c'est x2 l'indice, CAC 40. voilà, J'ai dit x2 l'index CAC 40. français. C'était un x2, donc c'est un effet de levier et à fait. avec dividendes distribués. Voilà, ok. Donc là, très rapidement, on peut assez facilement comprendre et lire un ETF et un ticker. C'est le plus compliqué au début. Je vous invite à essayer de le refaire, à le relire. Vous pouvez aller sur des sites sur Morningstar, qui est une bonne plateforme pour pouvoir comparer en fait des ETF entre eux, savoir ce qu'il y a dans l'ETF. Donc essayez de voir un peu ça et vous allez comprendre et vous allez capter en fait derrière ce qu'il y a. Encore une fois, je pense que en termes de émetteurs, restez sur les émetteurs connus. Vous prenez pas la tête à aller chercher bien plus loin que Lixor, iShares. Lixor, c'est un gros émetteur en Europe. C'est vrai qu'on l'avait oublié au début. Ok. Là, on a vu à peu près tous les bons trucs sur la partie ETF. Maintenant, il faut quand même parler des choses qu'il faut pas faire sur les ETF. Donc, ah oui, parce qu'il y a des trucs qu'il faut pas faire. Et je vous en ai parlé là plus ou moins d'un, qui est l'effet de levier. L'effet de levier, vaut mieux l'éviter. Parce que alors, si on veut trader, pourquoi pas, mais si on veut faire de l'investissement long terme, comme on disait au début, c'est pas très malin en fait de faire un effet de levier x2, puisqu'en fait on peut sous-performer en fait l'indice de base. Je l'explique très rapidement, l'effet de levier en fait avec le bêta slippage. Qu'est-ce que c'est? Le bêta slippage, c'est juste de comprendre qu'un pourcentage à la hausse, non, qu'un pourcentage à la baisse, c'est plus simple de le dire comme ça, qu'un pourcentage à la baisse coûte plus cher qu'un pourcentage à la hausse. D'accord? Si je baisse de 20%, il faut que j'augmente de 25% pour revenir sur mon point de départ. Et en fait, c'est ça le problème du bêta slippage. C'est que vu que c'est à la journée qu'on réétablit l'indice par rapport à l'indice de référence, si par exemple l'indice il a fait moins 3% et que le lendemain il fait 3%, bah vous n'êtes pas au niveau de l'indice de référence. Parce que vous avez un x2 en plus. Donc vous allez encore plus creuser cet écart que ce que l'indice de référence a déjà de base. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, de toute façon, c'est jamais bon de faire Ok. du levier, hein, j'ai l'impression. Peu importe dans quel actif on est. En gros, c'est jamais bon de faire du levier, enlevez ça. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir le problématique des ETF small cap. Je vous en avais parlé une fois ensemble. Faire gaffe à ça parce que, en fait, quand on veut investir sur des small caps, c'est qu'en fait, on veut trouver des pépites. Un peu comme pour le marché crypto. On se dit, je veux trouver une pépite qui va marcher et qui va sortir, en fait, de ce rang des small caps. Il va devenir mid cap, puis il va devenir large cap. Et le problème en achetant un ETF small cap, c'est qu'en fait, au moment où l'action qui va performer correctement, elle va sortir. Donc le seul intérêt, je dirais, c'est quand on a vraiment un mouvement de hausse sur toutes les small caps. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on aura aussi un mouvement de hausse sur le marché au global. Donc oui, peut-être que vous surperformerez un petit peu en ayant un ETF small cap à ce moment-là, mais par rapport à tout le risque que ça vous donne, on entend le gosse qui crie derrière. Je pensais que c'était mon ventre tantôt, c'est un gosse. Je crois que j'ai faim ou quelque chose. C'est un gamin. Attendez. Je suis désolé pour ça, là. J'ai laissé la fenêtre ouverte, mais non, mais j'ai peut-être dû la fermer. Donc, ouais, par rapport au risque que tu prends en termes de volatilité. Par rapport au risque que tu prends, est-ce que c'est intéressant? Ça semble tu pourras pas forcément. En tout cas, les bonnes entreprises. Ça semble pas forcément Après, j'ai l'impression que ça peut être un bon moyen de recherche. Imagine, tu flaires une entreprise qui est dans les small, qui passe dans les middle et qui passe et là, tu te dis, bon, celle-là, potentiellement, je la garde en target. Ça, tu prends la conclusion, mon cher Christian. Il vient de brûler le punch. On en reparlera juste après, Christian. Reste tranquille. Donc, là, d'abord, il fallait reterminer sur deux autres mauvaises idées. Il y avait donc les ETF à dividendes. Acheter les small cap. Donc il y avait faire du levier, ETF small cap, ETF à dividendes. Ah ouais. Faire attention à ça. Ah ouais. Alors vas-y, pourquoi? Parce que moi j'avais tout misé là-dessus. Alors les ETF à dividendes, pourquoi faut éviter? Parce que souvent en fait, l'investisseur classique, quand il va regarder les ETF à dividendes, lui il va se dire je vais regarder des dividendes qui sont intéressants.
Et du coup, ils vont aller chercher forcément des ETF à dividendes Oui, à mais non. 6%, tu vois. Et le problème de ça, c'est que souvent dans ces ETF à dividendes, en fait, tu vas avoir la problématique de la trappe à dividendes. Je sais plus comment on appelle ça. C'est la trappe à dividendes, je crois, ou trappe à dette, ou je sais pas quoi. En gros, la trappe à dividendes, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il y a derrière, en fait, c'est que ton entreprise, elle vit un cycle en S, où quand elle commence à verser beaucoup de dividendes, c'est qu'elle est vraiment plutôt en fin de vie. C'est-à-dire qu'elle sait plus quoi faire de son argent, elle sait pas comment l'investir, elle sait pas comment améliorer ses revenus. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses bénéfices et elle les donne à ses actionnaires, ce qui est assez logique. Quand on est une boîte bien gérée, ça va. Quand on est sur une boîte qui a passé son hype d'investissement et qu'elle fait quand même encore un peu des investissements et qu'elle délivre un dividende, ça peut être cool d'avoir ça. Mais c'est rare qu'elle va donner des 6, 7, 8% de dividendes. Et souvent, les ETF à dividendes, c'est un peu le problème, c'est qu'ils ont ce type d'action, de ce type d'entreprise qui sont plutôt en fin de vie et qui sont pas forcément intéressants sur le papier, donc du coup elles vont délivrer un dividende qui est fort, mais leurs cours vont baisser de donc ouf. est-ce que ça va hedger au moins ou même pas, t'es perdant? Pas forcément. Des fois, Ouais. certaines oui. En fait, et tu fais un pas d'autres en non. avant et tu fais un Il pas faut en faire arrière, gaffe. quoi. Encore une fois, tu as des bons ETF à dividendes, mais il faut faire ses recherches. Mais après, il y en a quand même des bons, effectivement. Et quand les gens, avant d'acheter l'ETF, là, tu peux voir quelles sont les actions dedans, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça, parce que moi, je regardais, il y a pas mal d'actions à dividendes que je suivais. Et en fait, moi, j'ai trouvé un ETF chez Charles Schwab, justement, qui, si tu regardes de toute façon sa performance graphiquement, Je crois bien qu'il est bon celui-ci. il Ça me monte parle. franchement. Les dividendes sont pas déconnants, on parle d'un 3% et quelques. Mais Donc voilà, c'est c'est pas ça. un ETF à Non, c'est ça. 7 ou 8%. Et les entreprises qui sont dedans, c'est potentiellement des entreprises que j'aurais eu le goût d'acheter de toute façon. Et Exactement. Mais par contre, tu as raison de mentionner que il y en a, vous avez compris, il y a une chier de dividendes, d'ETF, et donc du coup de pas tomber dans un ETF qui Et promet bah, des c'est ça. dividendes trop élevés parce Ça que cache forcément, quelque chose. il achète des entreprises plus risquées qui sont dans cette démarche-là. Exactement. Et souvent, le problème, c'est que quand t'es débutant, bah, t'arrives et tu te dis, je vais prendre un truc à dividende, tu vois un truc à 3%, tu vois un truc à 7%, tu Bah vas où? ouais. T'achètes le 7%. Ouais. Bah voilà, et juste restons cohérents. Donc, pour ça, je mets quand même un gros guillemets, Non, même t'as bien s'il fait, y en ouais. existe qui sont bons et que tu peux chercher et que tu peux trouver si tu fais 2-3 recherches sur Internet. Mhm. Mais il faut le savoir. Si tu le sais pas, bah tu le comprendras pas. Et pareil, il y a un autre truc qui peut être dangereux, c'est les ETF sectoriels ou les ETF thématiques. Mhm. J'en parlais tout à l'heure, par exemple, quand on disait sectoriel, genre healthcare ou biotech ou trucs comme ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent, ces ETF, ils arrivent pile au moment d'une hype. C'est-à-dire que les émetteurs, eux, ils veulent faire de l'argent. Donc, au moment où il y a une hype, je sais pas, genre intelligence artificielle, ils vont dire, bah tiens, je vais sortir mon ETF intelligence artificielle. Ou, je sais pas, quand il y avait un peu toute cette idée de faire des une économie sur l'énergie verte, il y a eu plein d'ETF qui sont arrivés énergie verte. Donc, faire gaffe à ce qu'on achète à ce moment-là, parce que des fois, on achète juste de la hype. Et en fait, au moment où le truc est mis, bah, c'est un peu comme les introductions en bourse de pas mal d'entreprises. En fait, le truc dégringole derrière en termes de prix. Donc, faire gaffe à ça. Ça veut dire qu'il faudrait vérifier qu'il y a un Mais historique par contre, de courbe pour pouvoir rentrer dans un ETF, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Faut peut-être laisser un petit peu de temps, pas rentrer dans un ETF sectoriel juste pour rentrer dans un ETF Ou à la sectoriel, limite, parce que c'est la, Parce qu'après, ça peut c'est la être bon, tendance, quoi. justement, C'est le truc de qu'il faut cibler faire. des ETF en fonction peut-être d'un trend, d'une... tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, peut-être il y a des moments donnés, il va y avoir Eh ben, plus un engouement sur les valeurs tech. souvent, ils arrivent en retard. C'est ça le problème. C'est le problème, c'est que ça arrive en retard. Mais Du coup, vaut mieux s'élargir. En fait, vaut mieux élargir ton spectre et dire voilà, je vais acheter que de la tech. tu veux dire quelque chose de très tu vas te ciblé? dire je vais aller sur le je vais aller sur le Nasdaq, tu vois, par exemple. Bah c'est ça en fait, Ouais, ils font des trop ETF ciblé. qui deviennent de plus en plus Parce que la tech, trop elle a ciblée. toujours existé, je veux dire. Ouais, c'est ça, le et si problème. là, tu vois qu'il y a un engouement sur la tech, prendre des actions sur les entreprises tech les plus performantes, c'est pas déconnant. Et puis après, quitte à faire une rotation de portefeuille, quand tu vois que ça arrive à s'essouffler, puis qu'il y a peut-être... Ouais, c'est ça. totalement. Non, mais totalement.
Le seul truc, il y a deux choses. La première, j'allais dire plutôt le prendre comme un signal de sortie à la limite. Oui. Que quand tu vois des listings d'ETF sur une thématique comme l'IA, bah, tu dis qu'il faut que je commence à sortir. Là où il y en a qui voient ça. Mais plus aussi par rapport à ce que tu dis, Christian. C'est intéressant. Bah ouais, c'est un signal, tu vois. Mais par rapport à ce que tu dis, ça peut. Par contre, attention, comme disait François au début, à pas retomber dans le truc de stock picking. L'idée d'acheter des ETF, sur du long c'est terme, d'être posé, de pas avoir à rien timer. Donc, si tu recommences à timer des machins, bah, rendu là, retourne au stock picking, mais on vient de perdre l'intérêt, quoi. Mais dans ce cas-là, je vais faire, parce que tu me fais ma transition pour mon dernier point et qui refait le point par rapport à ce que Christian disait, c'est que tu peux dire, bah, en fait, les ETF, c'est pas fait pour moi. Je veux faire du stock picking. Bah, si, les ETF, c'est fait pour toi. C'est quand même fait pour toi. Oui. Parce que les ETF, ça peut te donner beaucoup d'informations. C'est dans ton utilisation, surtout. Tu peux aller chercher de l'information grâce aux ETF, c'est-à-dire que tous ceux que je viens de dire qui sont peut-être pas forcément bons à avoir, peuvent te donner des informations super intéressantes. Typiquement, si tu vas dans les ETF à dividendes, bah, tu vas voir quelles sont les actions qu'il faut pas prendre. Si tu vas dans les ETF sectoriels, tu vas pouvoir voir quels sont les performeurs de ce secteur. Et donc, si toi, tu as fait déjà tes recherches et que tu dis, bah voilà, sur le secteur biotech, j'avais ça en tête comme action, comme machin, et je revois que dans cet ETF, ils l'ont mis, ça peut me donner une validation sur le fait que bah, c'est une bonne entreprise potentiellement à avoir et je suis pas prêt à faire plus de recherches sur ces entreprises-là. Ou si je sais pas par où commencer, dans quel ou tel secteur, et ben je peux aller voir ces ETF-là pour me sortir déjà une liste d'entreprises qui sont dans ce secteur-là, et puis après, moi, je peux faire mes recherches derrière fondamentales de stock picker pour aller faire finalement, pour prendre mes entreprises. Donc, en fait, si je peux aller regarder ça, comme tu disais, Christian, tout à l'heure, je pourrais imaginer de regarder aussi les actions qui passent d'ETF small cap à ETF mid cap à large cap et en fait me dire bah si je regarde par exemple ces entreprises qui sont passées de small cap à mid cap, bah pourquoi pas les mettre en stock picking dans mon portefeuille parce qu'en fait elles ont un momentum, donc il y a peut-être un truc intéressant à regarder à travers ces entreprises là. Donc même quelqu'un qui est pas intéressé par les ETF dans sa manière d'investir est en fait intéressé, je pense, par les ETF parce qu'il peut avoir beaucoup d'informations. Ouais, c'est ça serait une façon déguisée de les utiliser. Moi, je pensais, tu vois, peut-être aussi à faire un mélange des deux, c'est-à-dire, par exemple, admettons, tu crois beaucoup en la technologie, tu dis, ok, je vais investir dans la technologie, tu crois en peut-être une ou deux entreprises, mais t'es pas sûr. Du coup, tu veux hedger ta position. Tu vas quand même avoir un ETF sur les valeurs tech. Et par contre, tu vas avoir une action sur une ou deux entreprises. Et puis, bah, au cas où, si t'as pas trouvé le cheval gagnant, tu sais qu'avec tes ETF, tu vas quand même, parce qu'il y a un momentum dans la tech, ça va couvrir ta position. Est-ce que tu pourrais utiliser les ETF dans ce sens-là ou... En fait, oui, mais pour moi, c'était la toute de base. C'est-à-dire que, tu vois, j'aurais même pas essayé de dire je crois en la tech. C'est je crois en l'économie, je crois en un marché capitaliste. Et donc, je crois au fait que le SP500 va délivrer, enfin que le marché va délivrer. Si t'es pas juste américain, tu vas peut-être te dire, allez, vas-y, je m'ouvre au monde entier. Je crois en un portefeuille en fait global qui va me permettre à côté d'avoir un portefeuille potentiellement en stock picking, comme tu disais. Disons que je l'associe déjà de base en fait comme ça. C'est juste que je prends pas un pari encore plus précis dans ce que tu dis. Mais tu pourrais très bien dire, bah moi, je crois beaucoup plus en la tech qu'autre chose. Et donc, du coup, dans mon portefeuille global à 20 ou 30 ans, bah en fait, moi, je prends pas du SP500, mais je prends du Nasdaq. Ouais, c'est déjà plus simple. Tu vois. Tu pourrais très bien dire ça. Et comme ça, en effet, ça, c'est ce qui va te faire ton socle de performance de ton portefeuille. Mais après, bien sûr, moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant. Après, il faut voir votre psychologie en termes de risque, etc. Mais je trouve intéressant d'avoir peut-être un pourcentage d'allocation sur ce type de portefeuille en ETF et de vous laisser une marge, un pourcentage autre dans du stock picking, dans des investissements peut-être un peu plus risqués, mais aussi peut-être plus rewarding, j'allais dire, comme les cryptos. Donc, pour moi, il faut avoir une idée globale finalement de votre portefeuille et de vous donner par rapport à votre psychologie et par rapport au risque que vous voulez mettre, combien je mets, quoi. Et c'est toujours pareil. Et en fait, sur votre portefeuille global, bah, si vous êtes peut-être un bon père de famille, vous allez faire 80% dans le portefeuille ETF et puis 20% avec, je sais pas, 5% en stock picking, 15% en crypto, je sais pas, ou 10-10. Vous pourriez peut-être être quelqu'un qui veut un peu plus chercher les choses et vous allez peut-être faire un portefeuille plutôt 50% ETF
et puis 50% où c'est moi qui prends des décisions, et je sais pas, dans ces décisions, ça peut être 30% stock picking, 20% crypto. On pourrait imaginer plein de typologies d'investisseurs avec un portefeuille qui évolue en fonction de ça. Moi, j'allais dire, j'écoutais un épisode de Motley Fool, le podcast, puis il y avait, donc eux, ils répondent aux questions des auditeurs. J'espère qu'un jour, on aura d'ailleurs des auditeurs qui nous poseront cette question pour pouvoir nous permettre de créer des épisodes. Mais c'était quelqu'un qui voulait partir sur du private equity. En tout cas, la question était plus large que ça, mais c'était par rapport à la diversification. Et c'était quelqu'un qui était essentiellement investi en ETF. Et en fait, ce qu'il rappelait, je trouvais que c'était un bon conseil, c'est qu'en fait, on sait que la diversification, c'est important. Après, on veut pas tomber dans une diversification à outrance. Parce qu'à un moment donné, on perd un peu l'impact aussi. Et le fait d'investir dans un ETF, même si j'en achète qu'un seul, j'achète le SP500, faut pas oublier que je viens d'acheter 500 boîtes. Donc de base, je suis déjà diversifié, même si j'ai qu'un seul ETF en poche. Donc il faut pas partir à l'inverse aussi sur des gens qui disent je vais en prendre une dizaine d'ETF, je vais en prendre de plusieurs émetteurs au cas où il y en aurait un qui ferait défaut. Il faut faire attention de pas trop rentrer dans ce truc-là. Et moi j'avais 2 liens que je voulais vous partager, donc on les mettra en description. Le premier, c'est Portfolio au pluriel Lab, tout collé, donc le portfoliolab.com, qui est un site, vous pouvez vous inscrire gratuitement et il va vous permettre de vous afficher, du moins sur la version gratuite, il vous affiche une dizaine d'années de mémoire de comparaison de performance entre des actions ou des ETF justement. Donc si vous voulez voir par exemple quelle aurait été, mettons, la différence de performance entre acheter juste du Apple pendant 10 ans versus acheter le Nasdaq, vous pouvez comme ça avoir des datas assez intéressantes. Et le deuxième que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Fund Overlap. Alors pour le site web, c'est etfrc.com. Donc c'est ETF Research Center. Et lui, c'est super intéressant parce que vous pouvez mettre 2 ETF et il va vous lister les actions de chaque ETF et surtout il va regarder le crossover entre ces 2 ETF. Super intéressant. Donc, ça. Je prends l'exemple, vous pouvez avoir du SP500 et aussi du Nasdaq, mais il faut pas oublier qu'il y a des boîtes qui sont présentes dans les deux. Par exemple Apple, je donnais l'exemple tout à l'heure, ils sont présents dans le SP500 par exemple à hauteur de 6,9%, mais ils sont aussi présents dans le Nasdaq à hauteur de 9,1%. Donc pour quelqu'un qui va détenir les 2 ETF, eh bien il faut savoir qu'il a potentiellement une surexposition à Apple. Donc du moins ça il faut le constater. Donc je peux vous donner le chiffre par exemple sur ces deux-là. Donc SPY d'un côté et QQQ de l'autre. QQQ étant l'ETF pour le Nasdaq. Eh bien on a un overlap de 47%. Donc c'est quand même intéressant à voir. Ouais. Et en fait, selon les émetteurs, des fois, ils changent un tout petit peu la balance et ça peut permettre comme ça d'essayer d'avoir des ETF qui ont le moins possible d'overlap pour le coup avoir vraiment une diversification intéressante et pas avoir trop finalement de surexposition, mais sans même s'en rendre compte. Ouais, c'est hyper intéressant, j'avais pas pensé. Ouais, totalement. Ouais, c'est ça, c'est que c'est déjà de la diversification. Donc là, tu fais de la diversification dans de la diversification. C'est pour ça, Pour moi, ça, c'est vraiment les pépites que j'ai. Faut faire attention à ça. François, le fait aussi que tu précises que ça peut donner des indications, non pas sur ce qui va monter, mais aussi sur ce qu'il ne faut pas avoir dans son wallet. Ça aussi, j'avais pas pensé à ça. Ça apporte des belles compléments intéressants. Ouais, cool. L'idée est vraiment, je pense, de rester simple sur la partie ETF. Vous pouvez aussi vous dire, je peux avoir 2 portefeuilles ETF. Vous pouvez avoir un portefeuille très simple, comme je disais, de Harry Brown, par exemple, ou de Ray Dalio, où vous allez avoir un ETF par classe d'actifs, et that's it. Et après, peut-être un petit portefeuille où là, vous allez faire peut-être quelque chose d'un peu plus sportif. Élaboré. Un peu plus élaboré, où vous allez chercher peut-être un peu plus de performance avec du Nasdaq ou avec... Mais vous prenez peut-être un pari aussi derrière, vous voyez. Vous prenez le pari que c'est la tech qui va l'emporter. Est-ce que c'est pas un scénario qu'on a déjà vendu depuis 15 ou 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que j'achète pas finalement la fin de ce scénario-là ?
C'est peut-être pas forcément le cas, mais l'avantage de ça, si c'est sur une petite partie de son patrimoine, c'est que ça peut nous confirmer que finalement, mon Dieu, le temps que je passe sur cette petite poche-là versus ce qu'elle rapporte par rapport à l'autre à côté, ça peut vous aider finalement à tenir dans le temps, parce que c'est ça vraiment la clé du jeu. Ouais, tout à fait. C'est sûr. De tenir le plus longtemps ses positions sur les ETF pour qu'ils puissent délivrer toute la performance qu'ils promettent dans les statistiques. Et je pense que ça peut être des fois, moi je sais que des fois j'ai tendance à être un peu, à m'ennuyer entre guillemets et à vouloir faire des actions, de faire des positions comme le 2X Challenge qu'on a fait, tu vois. Totalement. Ça te permet d'avoir ces positions-là, ouais. Voilà, ça permet d'exprimer cette folie-là et en même temps de donner du contraste à la performance que je fais de l'autre côté d'un point de vue purement passif. Ouais. Je me suis rendu compte que j'ai oublié juste un petit truc dans la lecture du ticker. Vous verrez souvent marqué UCITS. Ce terme-là, en fait, c'est juste un label pour dire que l'ETF, il est bien. Enfin, il est cachère, quoi. Il est legit. Commencer par là. C'est une information on ne peut plus importante. C'est-à-dire que potentiellement... Non, mais après, ça va dépendre de trucs. En gros... Non, mais ça veut dire qu'en fait, vous le verrez tout le temps écrit, donc c'est pas un label. En fait, c'est pour ça, preuve de qualité. De côté. Ça veut dire understacking for collective investment in transferable securities. Merci pour mon anglais. Concrètement, un ETF, donc c'est un ETF qui est labellisé. Hein. Voilà, il y a des normes strictes derrière, en manière de diversification des actifs. Il y a de la transparence, il y a de la gestion des risques. Enfin, voilà, on sait que l'émetteur derrière, il est solide. C'est solide. Ouais, c'est rassurant. Okay. Cool. Et je crois savoir que tu as écrit un livre là-dessus, François. Donc, pour ceux qui voudraient aller plus loin là-dedans, est-ce que tu vas proposer exclusivement pour cet épisode, en description, un petit lien où les gens peut-être pourraient partager leur courriel pour que tu leur renvoies l'ebook? En tout cas, en précommande, parce que là, il faut que je le retape. Je mets un petit coup de pression là. Tu voulais le mettre à jour, un coup de pression, mais en fait, ça fait un an, je crois qu'il faut que je le fasse. Ça fait un an que je dis que je dois le faire. Et je l'ai publié aujourd'hui l'épisode, donc t'as un délai raisonnable pour le faire. J'ai un délai raisonnable de précommande. Je pense que pour le mois de septembre, ça peut être quelque chose de très bien, puisque c'est ce qu'on voulait mettre en place. Donc cool. D'ici septembre, vous aurez la possibilité d'avoir. Donc c'est un bouquin qui reprend la théorie de Ray Dalio. Qui fait une 40aine de pages et l'objectif là c'est juste de le remettre à jour parce que il y a 3 ans de données qu'il faudrait que je rajoute sur le bouquin pour que ça soit plus cohérent. Comme ça je pourrais l'intégrer au site après. Parfait, donc tu mettras le lien en description. Super. Bon, je pense qu'on va clôturer avec une dernière citation. On en a eu quelques-unes dans l'épisode du jour, mais Christian t'en avait une très belle pour finir et qui parle finalement un peu des ETF. En fait, on était sur la même longueur d'onde, François. Elle reprend plus ou moins celle du créateur de Vanguard. C'est investir dans les ETF, c'est parier sur un panier de succès plutôt que sur une seule réussite. C'est ça. Voilà. Très bien. Tout est dit. J'espère qu'on vous aura donné envie au moins de vous intéresser au sujet, de regarder, comme je disais donc en description, vous avez la possibilité de précommander le livre de François. J'ai eu la chance d'en lire en tout cas une partie, la première version, et c'est vrai que c'était assez complet, c'était clair aussi. Donc je suis sûr que la nouvelle version va être encore plus élaborée. Et puis on vous invite à nous laisser vos commentaires aussi si jamais il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne ou qu'on soit plus précis. Peut-être, par exemple, autant dans le début de l'épisode où on a analysé le marché, c'est vrai qu'on a un peu un tournant. Je pense qu'on va bientôt aller vers la phase parabolique. Fait qu'on s'était posé la question aujourd'hui d'en parler, mais on voulait d'abord voir si c'était quelque chose qui vous intéressait. Peut-être des différents narratifs sur lesquels nous on est positionné, quels sont les cryptos peut-être sur lesquels on a le plus on va dire d'espoir pour les 6 prochains mois. Donc toujours pareil, on donne pas de conseils en investissement, mais ça pourrait nous faire plaisir, ça fait partie de cette démarche de transparence totale avec vous, donc on peut revenir là-dessus. Et puis si c'est aller plus loin sur le sujet des ETF, on pourrait tout à fait imaginer un deuxième partie, parce qu'il y a d'autres choses qui n'avaient pas été dites. Il y a de quoi dire, hein. On n'a pas parlé des risques d'émetteurs, des trucs comme ça. Bon, pour moi, ils sont minimes, comme je vous l'ai dit au début, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler dans un autre épisode. Ouais, c'est certain. Voilà, donc vous savez quoi faire. Et puis, merci à tous les deux d'avoir été disponibles aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à vous qui nous écoutez pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Balado 3.0. Salut. À bientôt. À plus les gars.